Merci d'être là aussi nombreux. Aujourd'hui, on est là pour le retour d'expérience de l'instrumentation des bâtiments en période de canicule de cette année. Il fait chaud, même aujourd'hui, j'ai 26 degrés dans mon bureau à l'INSA. Et cette année était particulièrement difficile en juin et encore en août. En 2050, ça va être la catastrophe. Ça va être 55 en pic de température. Le confort d'été est un grand sujet. On pourrait parler des bases de confort d'été, mais je vous propose de lire la BD. Fraîcheur, restez cool, fraîcheur sans climatisation de Alain Bonarel et Emmanuel Pat, qui est sorti cette année. Toutes les bases sont dedans. Ou vous regardez nos conférences où il n'y a pas que des bases, mais bien plus. Notamment celle où Camille et Vincent Pierret, qui malheureusement pas encore arrivés, ont parlé de confort d'été en construction bois. Il y a une flopée que je ne vais pas vous nommer. Par contre, si vous avez un doute sur l'importance de la thématique, je vous conseille vivement de regarder Trop chaud pour travailler, un documentaire sur Arte. Le lien est dans la présentation que vous allez recevoir. Et j'étais tout contente quand Camille m'a appelé début juillet. Il m'a dit Katharina, c'est super intéressant la canicule là. J'ai instrumenté des bâtiments. C'est incroyable. Va rassembler, on fait une conférence là-dessus. On va rassembler les autres. Et on a appelé nos chers conférenciers, bon, il manque encore un, pour faire les retours. Qu'est-ce qu'ils ont, eux, ils ont instrumenté cette année. Et c'est extrêmement intéressant. On va parler de ça à 18h15 à peu près. On va faire une table ronde, mais beaucoup plus avec vos questions. Merci de poser plein. Et après, 19h, on peut discuter lors de l'apéro. Je commence avec Camille Bouchon, gérant de Solaris Bound, et ses retours. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, alors je ne sais pas si j'ai dit que ça allait être super intéressant, mais j'ai dit, en fait, quand il y a une canicule, ce qui est important, c'est d'en parler avant qu'il fasse froid. Et donc, au mois de septembre, on est encore un peu dedans, et c'est là où salut Vincent, on peut en tirer des conclusions pour les projets sur lesquels on travaille actuellement, parce que après, on oublie, on est dans le froid, et on oublie qu'il faut penser au confort d'été. Solares, 30 secondes, on est un bureau d'études thermiques et fluides. On est sur notre 20e année en France. On est 70 et on rayonne principalement sur le Grand Est, en Ile-de-France et aussi en Franche-Comté. On va déjà placer le contexte de qu'est-ce qui s'est passé cet été. Donc là, on a retracé, on a mis en comparatif sur les différentes températures d'été. Alors nous, on s'est concentré sur ce qui est du mois de juin jusqu'à peu près le 8 août. Donc vous avez ici en vert, vous avez les températures de mois de juin et 8 août. Alors vous avez des plateaux là, c'est parce qu'il manque une partie du mois d'août et du mois de septembre. Mais ce qu'on voit, c'est que en intensité globale, c'est une canicule, enfin un été moyen, puisqu'on a déjà eu ici 2003, qui historiquement n'a pas encore été dépassé. On a ici l'année 2022 qui a été en pointe un peu supérieure, mais vous voyez, il y a eu quand même un petit creux. Et on a eu quand même des années un peu pourries. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a un été pourri, il n'y a plus de problème de confort d'été. Et quand on fait des calculs, qu'on en parle, ça intéresse personne. Donc, c'est là, quand il fait bien chaud, à un moment où les gens ils ont souffert, là, les gens écoutent. Donc, voilà. Si on regarde la caractéristique encore de cet été, donc là, on a juste, nous, ce qui nous intéressait, là, c'était, alors il y a les bureaux, mais c'est ce qu'on fait aussi en bâtiments scolaires, en bâtiments qui sont ouverts au mois de juin et qui ne sont pas forcément ouverts l'été. Donc, c'est des bâtiments où on se dit, il ne faut pas forcément faire du refroidissement. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe au mois de juin, quoi. Et ici, en comparant en bleu, donc le mois de juin, 18 juin 2025, donc on est ici à Strasbourg, hein. En bleu, vous avez la température au mois de juin et vous avez le comparatif avec la canicule de 2003 qui, elle, avait lieu au mois d'août. Donc, celle de 2003, la particularité, c'est qu'on a eu plus de 10 jours de suite avec des températures supérieures à 30, avec des températures au-dessus de 35. Donc, c'est pour ça qu'elle est restée dans l'histoire. On a eu pour la première fois des températures nocturnes supérieures à 21. À 20, 21, 22, et on avait eu un pic à Paris 25 degrés en pleine nuit.
Donc c'est là où la première fois c'est apparu que le fait qu'on ne sait plus refroidir les bâtiments la nuit avec ces températures. Si on prend ce qui s'est passé au mois de juin, donc on a eu un mois de juin plutôt normal, et en fait c'est juste fin juin, début juillet, donc la dernière semaine scolaire, vous avez eu des températures en augmentation. On a eu des températures nocturnes ici en augmentation, donc on commence à 16 et on finit ici là 20, 21. Et là, c'est température Ensheim, hein, donc c'est à l'extérieur. Si vous avez l'effet d'îlot de chaleur, vous pouvez remonter entre 3 et 5 degrés en fonction de votre quartier. Et moi, en fait, personnellement, on a des bureaux dans Strasbourg, un appartement qu'on a. En fait, on a ceux qui sont arrivés juste à cette période ici. Comme les bureaux sont fermés la nuit, en fait, le bâtiment est monté en température et on n'a plus réussi à le refroidir. Donc, en fait, on a une journée, on a évacué le bureau en disant on sait plus, voilà, on peut pas bosser à cette période. Et ça, c'est les derniers jours. Donc, c'était pas une canicule extrême. Vous voyez, on a fini ici effectivement à 37, mais on n'a pas eu des journées 10 jours à 37. Par contre, la particularité, c'est comme on a une nuit qui commence à être très chaude, voilà, comparable à ce qu'on a eu en 2003, ou des matins chauds aussi, hein, quand vous arrivez à 8 ou 9 heures et qu'il fait déjà 25-26 degrés, bah, vous pouvez plus refroidir, vous pouvez plus ouvrir les fenêtres et refroidir vos bureaux, quoi. Donc ça, c'est quand même une caractéristique de canicule, même si voilà, on a quand même, ça n'a pas été l'année la plus extrême. Donc là, je vais moi pas vous parler de simulation, je vous parle que de chiffres réels mesurés. Et pour nous, il y a un peu une révolution qui est apparue les dernières années, c'est que maintenant, on sait obtenir de la data pour pas trop cher. En tout cas, on arrive à recueillir des données sur un parc important. Donc tous les bâtiments qui sont raccordés, en fait, qui ont une connexion Internet et qui ont une GTB, en fait, maintenant, on sait recueillir les données. Donc il y a des outils qui existent, il y a pas mal de fabricants de solutions qui existent. Et nous, on a adapté en fait un outil qui s'appelle Global Visio. Donc c'est une société qui s'appelle EasyLive qui est à Gespolsheim qui avait cet outil. Et nous, on leur a donné un cahier des charges pour pouvoir développer des outils propres à un bureau d'études et pouvoir extraire des données facilement. Donc en fait, il suffit d'avoir un automate. Nous, on a besoin ici d'un automate avec une GTC pour transmettre des données. Donc en fait, on reçoit un mail tous les jours. Et avec ce mail, on reçoit les données, on les enregistre sur notre base de données et ensuite on peut les utiliser, les exploiter, les analyser, les passer dans des algorithmes. Et tout ce que je vais vous présenter là, bah, c'est issu de cette moulinette. Et on sait faire, même quand on n'a pas de GTC, on sait utiliser les données concessionnaires pour remonter des données là seulement de consommation d'énergie, quoi. Donc ça, c'est des outils qui sont vraiment qui se développent. Et donc il y a 10 ans, tout ça, ça n'existait pas, quoi. Donc, par exemple, là, c'est un exemple d'extraction qu'on peut faire de notre outil. Vous avez les températures. Là, on calcule le nombre d'heures supérieur à 26 degrés. On a des petits algorithmes à l'intérieur. On peut extraire, les retriturer. On peut faire ça sur les données de consommation, les temps de fonctionnement des ventilateurs. Donc, on a pas mal de choses qu'on peut exploiter. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les températures. Alors, comme c'était trop simple de parler de température, en discutant avec un professeur de l'INSA, Edouard Walter, sur les notions de confort, il nous a poussé à aller dans la direction de la température standard effective, donc la 7 en anglais. Donc les analyses qu'on vous présente sont utilisées avec cette température. Donc alors c'est assez simple, hein, c'est la température, c'est une température ramenée à une référence physiologique. Et cette référence physiologique standard, en fait, c'est 50% d'humidité, c'est une vitesse d'air nulle et un habillement type bureau. Donc, concrètement, ça fait que quand on mesure une température d'air, on va prendre en compte l'humidité et la vitesse d'air. Donc, par exemple, dans une situation de bureau, pas climatisé, bureau, oui, standard climatisé. Si on a une température mesurée d'air de 24 degrés, nous, on recalcule une température de confort réelle à 23. Dans un été sec, si vous êtes à 28 degrés avec une humidité plus sèche à 35% d'humidité, pas de vitesse d'air, 28 degrés, un ressenti réel, c'est 26,6. Si par contre, après un orage, vous avez beaucoup d'humidité, une humidité à 80%,
au lieu d'être à 28 ressentis, vous allez ressentir 29 degrés. Et si dans ces mêmes conditions d'orage, vous avez le bonheur d'avoir un brasseur d'air ou un ventilateur, au lieu de ressentir 28 degrés, vous allez ressentir 26 degrés. Donc tout ça, c'est pour prendre en compte en fait le gain potentiel de confort qu'on peut obtenir avec un brasseur d'air et des vitesses d'air. Et donc là, à partir de données mesurées, on a aussi donné l'équivalent qu'on pourrait avoir avec des brasseurs d'air. Donc ça va être une des solutions pour rendre une partie de l'année un peu plus confortable. Donc on utilise aussi cette méthodologie pour classer les bâtiments entre eux parce qu'on se rendait compte qu'on pouvait avoir plein de données. En fait, à partir vous avez oui, des monotones de température, vous avez des températures maximum, un nombre d'heures, mais on n'est pas trop capable de dire facilement comment ça comportait soit un bâtiment ou est-ce qu'à partir des simulations, ce bâtiment a un potentiel d'être confortable. Et donc, c'est pour ça qu'on a calculé, en fait, on a créé un algorithme qui permet de classer ces températures standards en fonction du nombre d'heures et on les classe. En fait, on regarde le nombre d'heures qui sont le nombre d'heures où la température entre 22 et 25,6 et on dit que là, l'air est neutre, confortable. Très légèrement chaud, 25,6 à 28. Légèrement chaud de 28 à 30 et quand on dépasse de 30, on peut dire que le bâtiment est chaud. Donc, en fait, on classe les températures comme ça et vous allez voir à la fin, ça permet d'un seul coup d'œil de dire est-ce que mon bâtiment le classer par rapport à d'autres, de dire voilà comment le confort s'est passé. Et donc en fait, on est capable sur un parc immobilier de dire voilà avec plein de données de température, de pouvoir faire des synthèses assez lisibles. Voilà, donc on a aussi une norme de confort. Alors, je vais vous épargner son numéro. On va dire que c'est une norme de confort. Et il y a 3 classes, 1, 2, 3. La classe 1, elle dit qu'il y a 6% d'insatisfaits. Et la classe 3, 15% d'insatisfaits. Et en fait, l'objectif, c'est quand même d'être tout le temps en fonction dans la classe 1. Et donc, en fait, c'est la température mesurée, la 7, en fonction de la température extérieure. Donc, on admet que plus la température extérieure est élevée, plus on peut accepter une température chaude dans les bâtiments, avec un seuil. Et donc, on peut calculer facilement avec un pourcentage le nombre d'heures où on reste en dessous de cette limite. Là, je commence par nos bureaux. Donc, c'est le projet qu'on connaît le mieux. Donc, c'est un bâtiment, on est depuis 6 ans dedans. C'est un bâtiment certifié Passive House. On a des protections solaires et on a aussi du refroidissement. Et là, en fait, on a une consigne on utilise la ventilation double flux comme base de refroidissement. Donc, on a une consigne de soufflage. Et on a aussi des ventilos convecteurs. Et la particularité, alors le froid, il vient de la nappe phréatique. En fait, tous les autres projets que je vous présente où il y a du refroidissement, c'est sur la nappe. Donc en Alsace, en fait, on a un potentiel de refroidissement naturel important. Alors plutôt côté Rhin, hein, si vous êtes dans les contreforts vosgiens, c'est pas la même chose. Donc quand ça marche, c'est assez magique. Mais ça ne marche pas toujours, puisque comme il y a de l'eau, qui dit eau dit problème, merci, dit des problèmes chimiques. Et donc, par exemple, chez nous, notre puits, il a 6 ans, et on l'a déjà à moitié bouché. C'est-à-dire qu'on a déjà du manganèse et le puits, en fait, il faut le nettoyer. Et là, on l'a déjà nettoyé et ça ne marche toujours pas. Voilà, donc, et ça, on le rencontre sur pas mal d'opérations qu'on a. Donc, en fait, on doit se transformer en chimiste de l'eau pour arriver à continuer à rafraîchir les bâtiments avec ces solutions-là. Mais voilà, donc quand ça marche, ça marche. Mais il y a quand même une attention particulière et des fois, on a des bâtiments qui sont livrés à proximité. Donc, vous avez un bâtiment à un endroit, ça marche. Vous faites 200-300 mètres et vous avez des configurations différentes et on peut avoir un souci voilà, alors qu'on a des analyses d'eau correctes. Voilà. Mais donc, ici, là, donc nous aussi, notre stratégie, c'est de dire on ne va pas refroidir tout le temps, 100%. Comme on est chez nous, on peut ouvrir les fenêtres. Et donc, notre stratégie, nous, c'est de ventiler au maximum. Le matin, quand on arrive, il n'y a pas de refroidissement. Les systèmes sont complètement coupés, la double flux, il n'y a pas de ventiloconvecteur et on ouvre les fenêtres. Et les collègues reçoivent un mail quand la température extérieure dépasse 23 degrés, que la température extérieure est supérieure à la température intérieure.
on reçoit un mail, fermez les fenêtres et les BSO, et là, on met en route la CTA. Donc ça, on se le permet chez nous. Je ne suis pas sûr que ça passerait ailleurs. Voilà, vous êtes dans une banque, les gens en costard-cravate, ils doivent se lever pour fermer la fenêtre. Je ne sais pas s'ils accepteraient. Mais ça marche bien et surtout, ça permet de faire pas mal encore de consommation d'énergie. Donc aussi, nous, on a un bâtiment avec pas mal d'inertie. Voilà, donc ça, c'est le résultat. Donc, on a une consigne des ventiloconvecteurs. Donc, quand on est en mode refroidissement, on dit bah, on a le droit de refroidir s'il fait plus de 26 degrés. Et donc, on a des températures max à 27,7, un peu en dessous de 28. Voilà, donc ici 28, le rez-de-chaussée à 26. Et voilà, on a presque 2 degrés d'écart entre les différents niveaux. On a ici cette courbe de classement qui dit pendant 82%, on est en heure neutre et pendant 15%, on est très légèrement chaud. Donc très légèrement chaud, c'est entre 25,6 et 28. Donc effectivement, on a des heures à 27. Alors, si on voulait faire mieux, on pourrait dire on se met à 23 tout le temps et on resterait à 23. Mais en fait, ça suffit d'être dans des conditions comme ça. Voilà, donc vous avez la courbe ici avec les points. Donc tout ça, en fait, on extrait automatiquement et on peut faire cette analyse. Donc vous allez voir les mêmes choses sur les autres bâtiments. Donc là, le point particulier, c'est que notre local serveur il est refroidi par ce système de puits. Et donc comme le puits est bouché, maintenant il va falloir qu'on trouve un autre système pour refroidir notre serveur et en attendant de refaire le puits. On avait pas mal travaillé sur l'optimisation des consommations du puits. En gros, si on n'avait pas fait ça, on aurait consommé 5 à 6 fois plus sur le puits. Donc là, on consomme 0,6 kWh par mètre carré par an de consommation d'électrique du puits. Et vous allez voir sur d'autres projets, malheureusement, c'est un peu plus. Et si on ne fait rien, si on a une pompe qui fonctionne 24 heures sur 24, pas optimisée, vous pouvez largement être à 10, au moins 10 kWh d'électricité par mètre carré par an, juste sur la pompe de puits. Donc c'est vraiment un point de vigilance. Et après, vous avez la consommation de la CTA, là, 0,3 kWh par mètre carré par an. Voilà. Alors souvent, à Paris, par exemple, il y a de plus en plus d'opérations, on dit non, on ne veut pas de ventilation double flux parce que ça consomme trop d'électricité. Voilà. Alors oui, en hiver, ça consomme un peu. Si en été, vous ne l'arrêtez pas, ça peut consommer. Mais voilà, moi, j'estime ici que cette consommation, elle est limitée juste sur la partie d'été parce que justement, on l'utilise que quand vraiment c'est nécessaire. Voilà. Un autre exemple, ici, c'est à Drusenheim, maison des services du Pays Rhénan, qui a été livrée il y a 2 ans. Donc, bâtiment en béton isolé par l'intérieur avec des BSO, mais assez vitrés. Et aussi, là, on a mis en place une ventilation double flux, plancher rafraîchissant. Donc, souvent, on nous pose la question est-ce que ça marche ou pas de refroidir un bâtiment avec du plancher rafraîchissant? Parce que c'est petite puissance. Un plancher rafraîchissant, vous sortez 20 à 25 watts au mètre carré, plus la double flux, vous avez 10 ou 15 watts au mètre carré. Voilà, c'est pas énorme, alors qu'une clim, vous êtes à 100 ou 150 sans problème. Et ici, quand on a fait donc là, le puits ne fait que du refroidissement. Et en fait, quand on a fait les premières analyses d'eau, on s'est rendu compte qu'il y a plein de manganèse. Et donc, en fait, normalement, quand on l'a mis en route, on se disait, ce puits va être tout de suite bouché. Et là, ça fait 2 ans et pour l'instant, il marche très très bien. Donc pour l'instant, on touche du bois. Et donc ici, sur ce bâtiment, donc seulement refroidi par la nappe avec un plancher chauffant. Donc là, on a ici les températures. L'entrée du bâtiment est limitée à 24 parce qu'ils ont mis une consigne hyper basse. Et vous avez une température maximale ici autour de 28. Donc la 7 est ici à 28,3. On a seulement 2 heures au-dessus de 28 degrés. Et 78%, on est en catégorie neutre. Donc, ils sont plus confortables que nos propres bureaux. Mais ça, c'est juste un choix de consigne. Ils ont fait la consigne de refroidir plus tôt et d'avoir plus frais. Alors ici, vous avez le retour sur les consommations. Là, on a quand même une CTA, elle fonctionne de 7h à 19h, donc c'est bien, elle est coupée la nuit. Le puits, ici, consomme 1,5 kWh par mètre carré par an. Donc, dans nos bureaux, c'était 0,6. Et ici, vous avez des courbes de consommation du puits. Donc, nous, là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait la maîtrise d'œuvre sur ce bâtiment, mais on a une mission pour revenir, pour essayer de régler encore mieux les installations. Donc là, c'était au mois de juin, vous avez le puits qui a fonctionné tout le temps. Et là, on est intervenu pour le régler. On a asservi le puits aux heures de fonctionnement.
Donc on a maintenant un arrêt nocturne. Et en fait, voilà, ici vous avez la baisse des consommations et ici le démarrage en fonction des besoins. Donc là, on a divisé par deux quasiment les consommations d'électricité juste sur ce poste-là en optimisant la régulation, quoi. En sachant que quand on a réceptionné ce bâtiment, la régulation ne marchait pas, quoi. Enfin, clairement, on a galéré pour arriver avec l'entreprise à obtenir quelque chose. Et là, vous avez les consommations de la CTA 1,5 kWh. Donc là, donc dans nos bureaux, c'était 0,6. Donc voilà, vous avez l'écart en optimisant les temps de fonctionnement d'une CTA, vous pouvez encore diviser par deux ou par trois ces consommations. Un autre exemple de bureau, là, c'est de la rénovation. Le studio du Rhin, la société Enervision, alors peut-être qu'il y en a qui connaissent, c'est un local, c'est un bâtiment, il y a une salle qui est louée aussi, il y a des événements qui sont faits. Enervision, ils font du doublage de films et de documentaires. Donc 830 mètres carrés de bureau. J'ai pas dit l'architecte, donc avant c'était Serge Luquet et ici c'est encore Serge Luquet, mais voilà, c'est un hasard. Le bâtiment aussi isolé par l'intérieur. Donc là, et aussi on est en refroidissement sur nappe avec plancher rafraîchissant. Voilà, donc ici on a aussi des bons résultats, donc température maximum à 28 et certaines zones à 26. Et ici 5% à peu près en heure légèrement chaude et aucune heure au-dessus de 28 degrés. Voilà, donc ces trois exemples de bureaux montrent qu'on peut arriver à avoir des bâtiments extrêmement confortables, sans clim, alors avec un peu de nappe, quoi. Alors voilà, alors c'était pas la canicule la plus extrême, mais effectivement dans ces bâtiments-là, les gens n'ont pas vu, n'ont pas ressenti en tout cas la canicule. Maintenant des exemples scolaires avec refroidissement et sans refroidissement, selon les mêmes critères. Donc là, c'est un périscolaire qu'on a livré il y a 2 ans à Beldenheim avec Ray de Crécy. 830 mètres carrés, isolation extérieure en briques. Et donc là, on utilise aussi toujours le triptyque refroidissement sur nappe, ventilation double flux avec une température de soufflage constant et un plancher rafraîchissant. Donc là, des températures max à 28,6, donc beaucoup plus resserrées, 20 heures à 28 degrés et 63%, seulement 63% du temps en heure neutre et 15% légèrement chaud. Alors vous allez me dire, ça marche moins bien. Voilà, et on s'est rendu compte que toute la période du mois de juin, donc vous avez les températures ici dans le bâtiment, en dessous de 26. Et en fait, le refroidissement, il a été démarré le dernier jour, le 3. Et la fin de la canicule, c'était le vendredi. Et la fin de la scolarité, c'est le vendredi. Donc ici, en fait, ils ont mis la semaine pour dire ouais, il fait un peu chaud, on va commencer à allumer le refroidissement. Et en fait, là, il y a d'autres bâtiments où c'est ça, où il y avait du refroidissement, il n'a pas été allumé. Donc c'est aussi ça, ce qu'il faut retenir, c'est aussi de se dire, nous maintenant, on milite pour avoir une solution de refroidissement, mais c'est pas pour l'activer dès le mois d'avril. C'est de se dire vraiment quand les gens ressentent le besoin, c'est de l'activer. Après, il faut penser à l'éteindre. Et là, justement, ils ont pensé à l'allumer tardivement, mais ils n'ont pas pensé à l'éteindre, alors qu'ils auraient pu l'éteindre. Donc là, le froid, il a activité le 2 juillet. Le plancher a fonctionné occasionnellement durant l'été, mais par contre, la CTL a fonctionné de manière continue, alors qu'elle aurait pu être arrêtée pendant certaines périodes. La consommation du puits, donc je vous ai dit, chez nous, on était à 0,6, et ben là, c'était 6,4 kWh par mètre carré par an, donc 10 fois plus. Et la CTA, 3,5. Donc là, on a des grosses consommations. Et vous avez ici le profil d'appel de puissance de la chaufferie. Donc là, c'est l'hiver. Le printemps, on consomme moins. Et ici, là, le mois de juin, ça a été coupé. Et hop, ça a été redémarré l'été. Donc il y a toute cette période-là où on se dit, bah ouais, on refroidit un peu, mais il y a peut-être, il y a quand même quelque chose à faire pour réduire ce talon-là, optimiser les puissances, quoi. Voilà. Donc si on n'avait pas les données qui remontaient, ça, on ne le verrait pas. On ne serait pas capable, on se dirait, bon, bah voilà, ça a marché, il n'y a pas de souci. Mais si on veut aller un peu plus loin, un peu optimiser, ou voilà, si on veut aller jusqu'au bout, grâce à ces données, on peut se dire, ouais, je sais où agir, quoi. Donc là, un autre groupe scolaire qu'on a livré, je pense qu'il y a 5 ans, avec des formes en architecte et Mathieu Husser, un bâtiment passif, niveau Passive House, à Plopsheim. Donc là, il y a juste une cité à double flux avec du free cooling, pas de rafraîchissement, pas de système de ventilation nocturne, un bâtiment en structure bois. Donc normalement, il devrait faire chaud. Elle est orientée nord-sud. Par contre, il est long de l'eau.
Voilà le plan masse, hein, donc le nord est là, le sud est là. Et donc, ce bâtiment, pour nous, c'est un peu. On comprend pas trop parce qu'en fait, ils se comportent bien alors qu'ils ne devraient pas bien se comporter, quoi. C'est-à-dire que la température maximum est à 28 dans une salle, mais on a quand même d'autres salles en rez-de-chaussée plein sud, ici à 26 degrés. Donc là, on a mesuré pendant tout l'été, mais globalement, on devrait avoir des températures ici dans la période d'été, enfin de la dernière semaine assez chaude. Donc là, on avait 70% d'occupation en neutre et 15% légèrement chaud, quoi, et seulement 4 heures au-dessus de 28 degrés, sans refroidissement spécifique. Et vous avez ici la courbe de température dans la salle la plus chaude, hein, la salle 12. Vous voyez, on est un peu au-dessus de 26. Alors, il n'y a pas de baisse de température. C'est vraiment lié à l'inertie. Il n'y a donc pas forcément eu de refroidissement nocturne. Il n'y a pas eu d'optimisation en ouvrant en grand les fenêtres pour décharger le bâtiment. Mais le bâtiment, il a une telle inertie qu'en fait, il ne monte pas en température. Voilà. Et puis là, vous allez à la fin de l'année scolaire où, avec des températures extérieures qui baissent, bah, le bâtiment, il baisse légèrement. Mais vous voyez, même au bout de 5-6 jours, eh ben, il est encore au-dessus de 26,5 degrés. Mais c'est parce que les fenêtres n'ont pas été ouvertes, il n'a pas été déchargé, ce bâtiment. Mais en tout cas, alors nous, enfin voilà, je pense que pourquoi ce bâtiment il se comporte bien, bah, c'est l'orientation, quoi. Vous allez voir après un bâtiment. Attendez, je reviens sur. Donc là, on a des salles au nord et des salles plein sud. Bah, en fait, en énergie reçue, ces bâtiments reçoivent beaucoup moins d'énergie que si on était orienté façade est et ouest. Et là, l'exemple que je vous donne après d'un autre groupe scolaire, lui, il est façade est et ouest et il monte plus en température. Donc voilà, quand on arrive à être dans des configurations comme ça, nord-sud, et c'est vrai que maintenant on pousse même sur des écoles ou des bâtiments, bah, on essaie de mettre plutôt les locaux au nord et au sud d'avoir des locaux secondaires, ce qui peut paraître paradoxal. Mais bah, en fait, on sait que avec des exemples comme ça, on voit que ça rend les bâtiments beaucoup plus sécurisés pour ces périodes de canicule et beaucoup plus agréables. Alors ça va peut-être consommer un petit peu augmenter les consommations de chauffage en hiver, mais quand on est sur des tels niveaux de performance d'enveloppe, ça ne changera pas grand-chose, quoi. Voilà, donc j'en arrive à un autre exemple de groupe scolaire, un groupe scolaire sur lequel on a travaillé avec l'agence Tectonique et Agence. Agence à Célestat. Donc, c'est un groupe scolaire au Bourget, dans le 93, 3000 mètres carrés de locaux. Et eux, ils ont une canicule un peu plus sévère que chez nous en Alsace. Donc, on est aussi alors sur une CT à double flux. Par contre, là-bas, il n'y a pas de nappe. Et donc là, on savait bâtiment 100% bois et on se disait, bon, il y aura des soucis l'été. Donc, on a mis en place des CTA, en fait, d'un refroidissement à détente directe juste sur les CTA. Donc, on a un double flux qui permet aussi d'avoir une température d'air soufflé plus basse. Et comme on a un engagement de consommation énergétique, ce qui a été choisi, c'est d'asservir la température de soufflage à la température de reprise. Donc, en gros, la consigne, elle est à 26 degrés. On refroidit assez tard. Donc, c'est tant qu'il ne fait pas 26, bah, on ne va pas activer le refroidissement. Alors que si on faisait la même chose et qu'on mettait à 22, bah, les courbes seraient un peu meilleures. Donc là, on est en climat très urbain, région parisienne. Voilà. Euh, L'orientation, donc, c'est pas parce que le plan est couché, mais en fait, le nord, il est vers là. Je suis désolé, hein, c'est l'inverse de l'autre, mais en gros, les façades sont est-ouest. Et vous avez une façade sud dans le restaurant scolaire. Donc voilà, c'est l'image du bâtiment. Donc, on va parler, la salle la plus chaude, c'est cette salle polyvalente qui est ici très vitrée. Et donc, il y a des écarts de température. Donc là, c'est la façade sud, là, les façades est-ouest. Et vous avez cette salle polyvalente avec deux orientations est-ouest. Donc là, c'est le réfectoire. Et ça, c'est une salle de classe type. Donc ici, les courbes de température. Donc bah, la température maximum, quasiment autour de 32. Donc c'est quand même un peu moins bon que ce qu'on a montré avant. Pour quand même 38,5 degrés extérieurs. Donc c'est quand même pas catastrophique. Enfin, ça fait quand même un sacré écart. Et par contre, là où on est à 32, il y a d'autres salles de classe qui sont à 28-29 et d'autres qui sont à 26. Donc il y a un gros écart de température dans le bâtiment. On a 58 heures au-dessus de 28 degrés dans la salle polyvalente. Et ça, c'est les résultats en moyenne. Donc autant avant, on n'avait quasiment pas d'heures en légèrement chaud. Là, on a quand même presque 5% en légèrement chaud. Donc là, on a refait des analyses par étage. Le rez-de-chaussée, donc il
il y a donc deux salles de classe assez serrées, donc autour de 29,8 en température maximum. Et là, on a fait la simulation, on avait mis des brasseurs d'air. La température ressentie aurait été autour de 28,3 degrés. Donc ça fait quasiment 1,5 degré d'écart en température ressentie. Donc là, vous avez en pointillé ce qu'on aurait pu obtenir si on avait mis des brasseurs d'air. Mais là, on avait déjà la détente directe. On n'a pas poussé encore en plus à mettre des brasseurs d'air. Ici, une autre salle au rez-de-chaussée. Donc, vous avez ici les courbes d'écart. Donc là, la salle polyvalente très chaude, mais les autres locaux, ils sont en dessous de 30, assez resserrés. Là, un autre écart. Donc, en fait, il y a à l'étage, je vous ai montré avant les locaux au rez-de-chaussée, et là, on monte à l'étage. Donc, on se posait la question de savoir s'il y avait un gros impact lié à une différence de niveau. Et là, en fait, il y a seulement 1 degré d'écart entre les salles les plus chaudes et les plus froides. Et on obtient 29,5, donc quasi comme au rez-de-chaussée, quoi. Donc, on n'a pas noté d'écart notable entre différences de niveau. C'est plus dans des écarts liés à des configurations un peu différentes des salles. Voilà. Et là, au R+2, aussi peu d'écart, 0,8 degrés entre les différentes salles, une température entre 29 et 29,8. Et voilà, 0,5 degrés entre le R+1 et le R+2, donc ça ne fait pas énorme. Et donc, si on avait eu des brasseurs d'air, là, en moyenne, on aurait gagné entre 1,5 et presque 2 degrés de température ressentie. Là, sur le restaurant, on est monté à 30 degrés, 36 heures au-dessus de 28. Et donc, avec les brasseurs d'air, là, on aurait gagné autour de 1,3 degré. Voilà. Donc là, au niveau de la CTA, elle a fonctionné en continu avec des petites vitesses et il y avait des grandes vitesses qui ont été activées en période de canicule. Et là, le réglage, en fait, le réglage des consignes, tout ça, c'est laissé au maître d'ouvrage. Donc, il aurait eu la possibilité quand même de baisser les consignes et d'avoir une température plus fraîche. Et la consommation de la CTA pendant cette période, c'était 1,5 kWh par mètre carré par an. Voilà. J'arrive à la dernière école. Donc là, c'est une école qu'on a livrée. Ok, j'ai presque fini. 3000 mètres carrés, refroidissement sur nappe, plancher chauffant, c'est toujours la même chose, donc c'est facile. Là, autour de 28 degrés en température maximum pendant cette période, 8 heures au-delà de 28 degrés. Donc là, on a quasiment pas d'heure en rouge, hein, donc globalement, c'est pas trop mal. Mais en fait, la particularité, c'est que le refroidissement n'a pas été activé. Donc ces températures-là, on les obtient, vous voyez, 28 degrés, des températures globalement confortables sans refroidissement. Voilà. Je finis sur du logement. Sans logement qu'on a rénové avec aussi Weber et Kaling. Donc avant, l'école, c'était aussi Weber et Kaling. Béton isolé par extérieur, ventilation simple flux basse pression. On avait un engagement de performance sur 3 ans avec moins 40% de gains. On a réussi à obtenir 50% de gains, donc on est content. Et là, c'est le genre de courbe qu'on peut obtenir. En fait, on a une obligation de mesure de température pour chaque logement. Donc, on remonte tout dans la base de données et voilà, on regarde le nombre d'heures d'inconfort. Donc, plus c'est rouge, plus c'est inconfortable. Donc, il y a un logement où clairement, il a eu chaud, lui, 3,9% d'inconfort ici. Les autres, là où avant, on était allez, 3-4%, vous voyez, il y a des logements où ça se passe plutôt bien. Et puis, plus on remonte, moins c'est bon. Donc le taux d'inconfort calculé avec notre autre méthode, là, c'était 0,5%. Et en moyenne, vous voyez, on a 5% d'heures un peu chaudes, quoi. Mais si on avait mis des brasseurs d'air, eh ben, ça aurait été magique, c'est-à-dire que le taux d'inconfort était à 0, on aurait quasiment plus d'heures chaudes. Et là où dans ce logement, il a eu très chaud, bah, là, il aurait juste un peu chaud, quoi. Et tous les autres logements, ça aurait été parfait. Donc voilà, dans cet été-là, avec un brasseur d'air en logement, ça aurait été tout à fait acceptable. Donc là, j'ai refait un petit comparatif par catégorie, bureau. Donc là, vous voyez, chez Solaris, on est les moins bien servis, hein. C'est là où les heures les plus chaudes sont plus importantes. Et dans les autres, quand on met des consignes plus élevées, on arrive à limiter ces heures maximum. Et en groupe scolaire, là, vous avez le Bourget qui avait un refroidissement, et c'est là où il a fait le plus chaud, mais il était orienté Est-Ouest. Et l'école Plopsheim au nord, sans refroidissement, c'est elle quasiment qui a les meilleurs résultats, quoi. Enfin, Plopsheim avec des façades nord-sud a les meilleurs résultats. Là, ça n'a pas été refroidi. Et là, ça a été refroidi très tardivement.
Voilà, je finis juste sur un focus sur l'adiabatique, parce que c'est ce qui nous occupe actuellement, c'est qu'on a fait pas mal de bâtiments avec du refroidissement adiabatique. Là, c'est des résultats de courbe où en fait, ça peut marcher. Donc, on a réussi déjà à obtenir des températures de soufflage de 23 degrés pour 39 degrés extérieurs. Donc ici, vous avez des courbes de soufflage à 20 degrés. On peut arriver à souffler autour de 20 degrés. L'adiabatique, qu'est-ce que c'est? C'est on humidifie l'air extrait. On va passer dans un média et cet air rafraîchi extrait, on va l'échanger avec l'air neuf. Donc, vous avez ici une reprise ici à 26 et on obtient une température d'air soufflé plus basse à 20 degrés. Ça, c'est quand ça marche. Et actuellement, en fait, on a pas mal de bâtiments qu'on livre. En fait, si on n'instrumente pas, on est incapable de savoir si ça marche ou pas. Et quand on instrumente, en ce moment, on se rend compte qu'on a pas mal de problèmes avec les bâtiments, ces systèmes livrés. Donc là, c'est un exemple d'un bâtiment qui a été livré il y a 2 ans. Les gens, je vous ai montré avant que des bâtiments où ça se passait plutôt bien. Celui-là, ça se passe pas très bien. Les gens sont pas contents. Et là, on a détecté au bout de 2 ans, déjà, il y avait du refroidissement nocturne qui avait été activé l'année d'avant. La deuxième année, là, cet été, ça a été déconnecté. Donc, il n'y a pas de ventilation nocturne. Mais ce n'est pas vraiment ça l'écart. C'est qu'au niveau de l'adiabatique, on s'est rendu compte, on pensait que ça marchait parce qu'à chaque fois qu'on voyait, on rentrait, il y avait quand même un petit écart. Et aussi, il y avait une grosse consommation d'eau. Donc, on était là à essayer d'optimiser la consommation d'eau. Et en fait, avec les courbes, parce que là, on en avait marre, on a remis. Là, on n'est pas raccordé à notre système. C'est un bâtiment plus ancien. Notre système, actuellement, on a à peu près 15 bâtiments qui sont raccordés. Et l'année prochaine, on aura 15 autres. Mais ça fait 1 an que c'est en fonction. Et donc là, on n'avait pas de données. Et donc cet été, on a mis des mesures de température indépendantes avec des enregistreurs indépendants. Et là, on s'est rendu compte que une journée ici, effectivement, il a fait chaud à l'extérieur, 36 degrés. Vous avez ici, donc ça c'est en vert, la température extérieure. Vous avez ici la température d'air soufflé, donc on a soufflé à 26. Et vous avez ici la température de reprise après la batique. Non, en fait, ici on a soufflé à 29. Et là, c'était après la batique à 26. Donc, en fait, on aurait dû souffler autour de 22, 23 et on aurait dû avoir une température inférieure à 20 degrés. On perd la diabatique. Ici, il manque 6 degrés de gain potentiel. Et donc, en fait, en ouvrant, en regardant un peu plus, en fait, on s'est rendu compte que le média, l'eau, la façon dont elle circule, elle ne circule pas bien sur le média. L'eau coule à côté. Et donc, il y a peut-être que 30% de l'eau qui est vraiment utilisée, quoi. Donc voilà, et en fait, on a des soucis sur d'autres fabricants. Là, on a travaillé avec plusieurs fabricants, et là, on se dit, en fait, voilà, je vous donne la liste de tout ce qui ne marche pas, mais voilà, de tout ce qu'on a constaté sur les dernières installations. Donc le problème, c'est que les modules adiabatiques ne communiquent pas forcément avec les CTA. Donc voilà, il y a des fabricants où le module est à l'extérieur, le média ne s'humidifie pas forcément de manière homogène, les rampes de diffusion d'eau ne sont pas équilibrées, donc vous avez de l'eau à un côté, mais pas de l'eau de l'autre côté. On a des électrovannes défectueuses. Des fois, on n'a pas d'écran de contrôle, donc on ne sait pas si aucune info sur place. On a des sondes d'air neuf, de reprise mal placées, mauvais câblage, réglage non compris. Donc en fait, la prestation de réglage et de mise en route, elle n'est pas forcément faite par le fabricant. Voilà, l'installateur, il économise sur cette mise en route. Et en fait, les fabricants, même quand on les appelle, ils mettent 6 mois à arriver. Et 6 mois après, il fait froid, on est en plein hiver. Donc, on attend l'année prochaine pour régler les installations. Donc, ce qui fait que nous, on sait que ça peut marcher. Mais là, on est un peu saoulé. Et donc, en interne, moi, j'ai dit, on ne fait plus d'adiabatique tant qu'on n'a pas trouvé une solution qui marche, plug and play, et où on n'est pas obligé de revenir 18 fois, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est le retour. Et voilà. Merci à vous. C'est le tour à Jean-Baptiste Campin, gérant de IMAE. Bonsoir, donc Jean-Baptiste, gérant de IMAE. Moi, je suis directeur de l'agence de Mulhouse. Et je vais vous présenter beaucoup moins d'exemples que Camille, mais peut-être plus dans des versions courbes qu'on a plus l'habitude de voir. Présentation très sommaire. On a, comme Solares, on a 20 ans cette année. On a 3 agences, Célestat, Mulhouse, Épinal. On est 33 et on fait de la thermique, de la réno et des fluides. Moi, je vous présente des projets de beaucoup plus petite échelle, non raccordés à des GTC. Je voulais vous en présenter un 3e raccordé à une GTC. Et j'ai le même problème avec les GTC que Camille avec les batteries adiabatiques, c'est que c'est systématiquement compliqué. Et le site que je voulais vous présenter, au moment où je me suis connecté dessus au début de l'été, tout marchait bien.
On est arrivé à la fin de l'année de GPA. L'exploitant a donné son installation, donc l'installateur a donné l'installation à l'exploitant, il a changé les mots de passe, il a planté l'installation, on a tout perdu. Donc en fait, les données que je voulais extraire ne sont pas disponibles et la GTC ne marche plus. Donc j'avais fait le pari sur ce site-là et j'ai perdu. Donc là, je vous présente un site en maison individuelle sur Mulhouse avec une isolation extérieure en fibre de bois. Une extension, donc, alors, est-ce que le pointeur, il est là. Une extension bioclimatique, donc en ossature bois avec un toit terrasse, du triple vitrage partout, de la ventilation double flux, des brasseurs de plafond, donc dans la pièce véranda et puis dans toutes les chambres également. Et surtout, on ne le voit pas forcément, mais des arbres plantés côté sud. Un des paramètres qui a changé le confort sur cette maison, c'est que des arbres sont tombés l'hiver dernier. Et en tombant, on a perdu la protection solaire qui se faisait côté sud. Et l'impact a été direct, c'est 2 degrés de confort sur la pièce véranda. En coupe, donc on a un arbre côté sud. Et c'est surtout ici, un peu plus loin derrière, un gros arbre qui faisait une vingtaine de mètres de haut qui est tombé. Et l'impact est franc et direct, c'est-à-dire que sur le mois de juin, on a un soleil rasant qui rentre et qui passe dans la véranda. Quelques petites particularités. Il y a une chambre au sous-sol qui donne sur une espèce de trémie qui est ouverte sur la véranda. Donc il y a un effet de circulation d'air, air chaud, air froid, qui se fait entre les deux pièces. Les courbes qui sont présentées sont du 11 au 21 août, donc la semaine qui était chaude au mois d'août. Avec, alors on ne le voit pas forcément, donc en bleu, une chambre à l'étage, en vert, le salon. Alors je reviens en arrière, le salon est côté nord. La chambre du sous-sol en orange et en bleu le comble, qui est une pièce qui est utilisée en rangement, qui n'est pas utilisée forcément en continu. Le bleu indique la période d'occupation, donc la maison inoccupée, maison occupée. Donc globalement, la température est légèrement montée parce que la ventilation double flux n'avait pas été arrêtée pendant la période d'inoccupation. Et à partir du moment où on occupe, on voit quelques petites montées en température, mais globalement, les pièces restent sous 28 degrés, avec la chambre du sous-sol qui reste en dessous de 23 degrés, sauf une nuit en période d'occupation. Donc globalement, on a des températures qui sont plutôt très fraîches, avec même un salon en verre là, qui est à 25 degrés quasiment tout l'été. Donc on est plutôt sur un schéma logement où on se dirait tiens, il fait frais. On en arrive au débat qu'avait Camille sur l'hygrométrie et la température ressentie, qui est et si maintenant j'intègre l'hygrométrie. Donc dans la chambre de l'étage, la température est en orange, l'hygrométrie en bleu. On dépasse 50% d'hygrométrie sur la période estivale et on commence à avoir un léger inconfort. Et la seule solution qu'on aurait là pour faire baisser cette hygrométrie, c'est justement d'intégrer une batterie adiabatique ou un système pour sécher l'air ou assécher l'air qu'on envoie sur le bâtiment. Simplement, on commence à peine à trouver les batteries adiabatiques sur les tailles de centrales de ventilation pour les maisons individuelles. Donc là, l'équipement n'a pas été fait. On voit un petit pic de température qui est lié à une erreur de ventilation naturelle, d'hygrométrie, qui est liée à de la ventilation entre pièces, et notamment la salle de bain. Sur la chambre du sous-sol, température hyper confortable, sauf qu'en fait, on sature en hygrométrie. Donc ça, c'est le sujet sur les maisons en fait, où vous avez les chambres au sous-sol. C'est tout l'été, on se dit, il fait frais, mais il fait quand même humide et on sature. Et le schéma, c'est vous avez l'air qui vient de l'extérieur, vous faites un petit coup de ventilation naturelle, vous rentrez de l'air chaud arrive ici, descend, et là, c'est diagramme de l'air humide, des bases de physique du bâtiment. Vous augmentez le titre d'eau, enfin, vous augmentez le pourcentage d'hygrométrie dans l'air, et donc vous arrivez à un inconfort. La seule fait qu'on ait ici de l'hygrométrie ne génère pas forcément l'inconfort parce qu'on a des murs en terre crue, et les murs isolés, légèrement isolés et enduits en terre crue ont fait que la régulation d'hygrométrie dans l'ambiance n'était pas inconfortable. Mais on arrive quand même à un moment de saturation. Donc là, la seule solution qu'on aurait, c'est soit batterie diabatique, soit ne pas ventiler naturellement, pour ne pas rentrer d'air qui serait très humide après. Donc plus on ventile, plus on accentue le phénomène, car la maison a une température plus basse. La question, c'est pouvoir ventiler plus la nuit si la température extérieure est inférieure à la température extérieure. Problématique sur des bâtiments comme celui-là, si je reviens sur le plan, c'est que ventiler plus ici, c'est un levant coulissant, on n'assure pas la sécurité anti-intrusion.
De l'autre côté, c'est fenêtre sur rue avec de la nuisance acoustique. Donc en fait, on arrive à se poser la question de comment on fait pour ventiler naturellement. Et donc la seule conclusion, ça aurait été intégrer un ouvrant de ventilation naturelle avec des grilles et le pare moustique pour éviter des problèmes d'intrusion d'animaux ou d'insectes en période estivale. Donc on n'a pas forcément de solution pour réussir à faire passer ces maisons-là dans toutes les pièces durant tout l'été sans avoir un système plus poussé que la ventilation double flux. Un autre exemple, c'est l'exemple de nos bureaux. Alors les bureaux qu'on a, ils sont à Mulhouse, plein centre-ville, on a la rue, plein été, il fait 60 degrés sur le trottoir. Et on avait des locaux que dans le rez-de-chaussée avec une ventilation double flux qui prend l'air côté jardin. Manque de place, on a fait donc une extension, on a aménagé le grenier qui était inoccupé jusque-là, et au milieu, il y a des logements. Le projet a été traité en ouate de cellulose insufflée sur les combles, sur les rampants du comble. On a un R29 en toiture, on a du double vitrage performant, on a créé des lucarnes pour rentrer la lumière et on s'est dit on va essayer la ventilation naturelle parce qu'on voulait faire du prototypage pour pouvoir voir ce qu'on n'arrive pas à faire forcément chez tous nos clients. Donc on a des grilles de ventilation naturelle côté nord, pas de grille côté sud et on a un évent en partie haute, donc c'est un ouvrant à souffler qui permet d'évacuer l'air dans un comble un peu au-dessus. Des brasseurs d'air. Et en termes de plan, donc ça c'est le plan du rez-de-chaussée, donc on a une ventilation double flux qui est au centre du bâtiment, on a un open space et une deuxième salle de réunion. Et le plan du comble où on est sur un seul open space avec 3 ventilateurs de plafond et les prises d'air. On a une densité d'occupation qui est relativement importante, on a 5 mètres carrés par personne, alors que dans un bâtiment d'open space relativement classique du commun, on est plutôt aux alentours de 10-12. Donc on a une densité d'occupation qui fait que ça rend les choses compliquées à gérer. Retour d'expérience hiver, c'est qu'on n'a pas besoin de chauffage, à part le lundi matin pour mettre les locaux en température, et les jours où on a le moins d'occupation. Mais à partir du moment où on est 14 dans l'open space, il n'y a aucun besoin de chauffage. Par contre, quand on arrive en mode estival, se pose plus de questions. Et donc, vous avez en vert l'open space du rez-de-chaussée, donc qui est plutôt très confortable. En orange, l'open space du comble, qui fait des montées en température assez rapides. Et en bleu, c'est la salle de réunion qui est côté sud. On regarde l'occupation sur les jours de semaine. On a des pics qui montent au-dessus de 28 degrés sur le comble. Mais si on regarde le détail, sur une journée, donc en bleu, toujours l'occupation, 8h, midi, 13h, 17h30, la montée en température se fait hors période d'occupation. En fait, on a cherché à comprendre, et puis c'est hier soir que j'ai compris, en étant au bureau et en travaillant sur les courbes, c'est qu'en fait, la sonde prenait le soleil fin de journée par le rayonnement sur le bureau. Qu'est-ce que ça veut dire par contre? Ça veut dire qu'un événement de montée en température comme ça d'inconfort, c'est aussi l'inconfort lié à une surface vitrée trop importante à un certain endroit, en sachant que là, on est sur une fenêtre qui est nord-ouest. Donc, ce n'est pas forcément la fenêtre qu'on incriminerait sur des questions de confort d'été. Donc, sur des bâtiments très isolés à forte densité d'usage, la protection solaire côté nord-ouest se pose également. On voit l'effet de la ventilation naturelle du premier arrivé le matin. On a le même problème que dans certains locaux dont parlait Camille, c'est-à-dire qu'on est obligé de laisser les fenêtres fermées parce que côté rue, on a le problème anti-intrusion, et côté jardin, on a le problème nord-ouest et entrée d'eau quand il y a un cas d'orage. Et on a déjà eu de l'eau qui rentre par la fenêtre en oscillobattant mal fermé, donc on ferme. Donc la seule solution, c'est un coup de ventilation. Donc la ventilation mécanique, elle assure la chute de 1 degré à 1,5 degré la nuit. Et c'est la ventilation naturelle qui permet d'en gagner autant en l'espace d'une heure. Et se pose la question de l'hygrométrie. Donc toujours en orange, la température, en bleu, l'hygrométrie. Le 50% qui est ici. On se posait la question, dans un schéma de ventilation naturelle, de se dire on va intégrer une batterie adiabatique sur une grille de ventilation avec du soufflage d'air pour abaisser la température, sauf qu'en fait, on est déjà à 50%. En fait, l'adiabatique sur une solution ventilation naturelle n'est pas une solution, dans notre cas par exemple, parce qu'il y a trop d'humidité dans l'ambiance. Donc on ne saura pas gérer un confort optimal dans ce schéma-là. Donc là, nous, ça pose la question de la ventilation naturelle dans des bâtiments très performants, vis-à-vis du confort d'été, où là, clairement, on est arrivé à la limite. Et sur l'année, on a 2 jours et demi d'inconfort réel, c'est-à-dire que 2 jours et demi où le comble n'a pas pu être utilisé à cause de la température à partir de 13h. Donc c'est acceptable le matin, l'après-midi, c'est plus compliqué. Si on voulait améliorer ça,
Ça voudrait dire traiter plus de protection solaire, apporter de l'inertie, parce que ce comble a très peu d'inertie. Et la question, c'est de mettre une ventilation double flux avec une batterie adiabatique sur la reprise pour pouvoir souffler de l'air plus sec. Par contre, une généralité, c'est la même conclusion que Camille, c'est brasseur d'air dans toutes les pièces à occupation prolongée, on ne se pose même plus la question. Que ce soit pour des bureaux, des salles de classe, des locaux de sommeil, un salon, pour nous, c'est une solution à généraliser. Et je laisse la place à Vincent. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et voilà, Vincent Pierry, Terre Énergie. Ou est-ce que quelqu'un a une très courte question de compréhension? Jean-Baptiste, vous parliez des résultats de la ventilation naturelle là, dans les combles, c'est ça? Oui. Avec une décharge en 1 heure quasiment. Mais pour quel ratio de surface-volume d'ouverture? Alors, on est sur, on a 4, j'ai pas fait le calcul, on a 4 fenêtres pour 80 mètres carrés, 4 fenêtres ouvrantes de 1,5 mètre carré pour 80 mètres carrés. Ok, je vais faire mes petits calculs. Merci. Merci. Et merci à Vincent. Ok, bonjour à tous. Alors, pardon. Hop, voilà. Donc, Vincent Pierret, Terre Énergie. Alors, mes deux confrères avant là, qui affichaient leurs 20 ans m'ont fait prendre conscience que nous, on avait 19 ans. Donc, on aurait 20 ans l'année prochaine. Par contre, on est les petits poussets, hein, donc nous, on n'est que 6 ingénieurs. On est basé à Saulcy-sur-Meurthe, à côté de Saint-Dié dans les Vosges. Donc, on est alsaciens de cœur. Et on va faire, par contre, des retours d'expérience essentiellement en Alsace. Donc, sur la canicule été 2025, essentiellement sur le mois de juin, parce que c'est des établissements scolaires. Donc, de 3 bâtiments passifs récemment livrés ou en cours de livraison ou en tentative de livraison. Hein. On verra au cas par cas. Sur le collège Kraft à Egbolsheim, où là, on est en AMO, on n'est pas en maîtrise d'œuvre, mais il y a des choses intéressantes qui s'y sont passées. Tout s'est pas passé comme prévu, bien sûr, c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Et sur le centre sportif universitaire de Strasbourg, qui n'était pas vraiment livré encore, mais on a déjà eu du comportement thermique, on va dire en mode un peu dégradé, et c'était relativement intéressant. Et enfin, heureusement, j'en ai un qui a bien fonctionné. Il était à la maison, à Étival-Clairefontaine, un groupe scolaire. Et voilà, et on va en discuter. Alors, contrairement à mes confrères, je n'ai aucune courbe. Pour des raisons très analogues avec des GTC qui étaient soit pas accessibles, soit pas encore connectés, soit dans le cas d'Étival-Clairefontaine, il n'y a pas de GTC. Mais j'ai pu accéder aux données de la double flux, donc ce qui permet de remonter avec quand même des températures. Donc, alors je vais aller très très vite, hein. C'était juste pour se dire, ok, c'était pas ultra violent juin 2025, mais quand on le replace dans l'ensemble de toutes les canicules, c'est quand même ce qu'on a de plus proche de la canicule de 2003 selon Météo France. En termes d'intensité durée, c'est moins pire, on est bien d'accord, mais c'est pas négligeable. Moi, j'avais regardé aussi un petit peu, ça c'est intéressant, comme on n'a pas eu les GTC, j'ai quand même été désespérément chercher des courbes de température sur le mois de juin pour pouvoir raconter quelque chose d'intelligent. Alors, j'ai pas. Celle-là, elle est intéressante parce que, alors, c'est pas du tout le mois de juin en soi, c'est la moyenne du mois de juin qui est repositionnée, donc en Alsace, à Strasbourg, qui est repositionnée par rapport aux autres mois de juin de Strasbourg et qui est mis de toutes les années précédentes et qui est mis en comparaison avec des températures normales moyennes de mois de juin de différentes villes dans le monde. Alors, ce qui est relativement intéressant, parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte qu'on se fait cuire comme la grenouille. C'est-à-dire que comme la température moyenne n'arrête pas... Attends, je cherche où est le bouton. Voilà. Voilà. Grosso modo, ça, c'est la température moyenne des mois de juin qu'on avait jusque-là. Donc, grosso modo, jusqu'en 2001, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et puis, depuis 2001, alors ça, par contre, on en a bien conscience, il se passe quelque chose. Mais le fait que chaque mois de juin, en moyenne, est quasiment plus élevé que le précédent, fait que on s'habitue. Et donc, on trouve que le fin juin, oui, on a eu un coup de chaud, mais on n'a pas l'impression que c'est incroyable. Sauf que on était à 22,1 en juin 2025,
c'est la moyenne normale du mois de juin entre 71 et 2000 à Alger. Voilà. C'est juste se rendre compte de quoi on parle, quoi. Donc, on est une grenouille en cours de cuisson. Je crois que c'est Alter Alsace qui a sorti ça et c'est relativement intéressant. Il y a tout un document qui analyse la canicule de cet été. Voilà. Et donc, j'ai quand même réussi à avoir une courbe de température horaire sur Strasbourg. J'imagine que c'est Ensheim aussi, toujours, parce qu'on a des trucs qui sont vraiment pas incroyables en termes de maximum. Donc, je ne reviendrai pas, hein, c'est un de mes dadas sur les fichiers météo. C'est sûr que quand on regarde Ensheim, on se fait jamais peur, alors que dans la réalité, dès qu'on rentre dans l'îlot de chaleur, ça n'a plus rien à voir, quoi. Autant sur les maxis, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse presque, et c'est un peu, moi, que j'ai regardé le plus pour comprendre ce qui s'est passé dans les bâtiments, c'est les températures nocturnes. Et je pense que le phénomène majeur qu'on a dans l'évolution du climat, et qui m'inquiète le plus, c'est plutôt les températures nocturnes, finalement, que les températures maxi diurnes, parce que nos bâtiments passifs ou nos bâtiments, on va dire, performants globalement, les maxi, ça leur fait pas tant d'effet que ça, à partir du moment où le soir, on arrive à redescendre en température. Voilà, donc le collège Kraft de Gebelsheim, c'est une reconstruction. C'est un bâtiment qui est très bioclimatique. Il est orienté plein sud. Il a une énorme protection solaire sur le sud. On peut difficilement faire plus avec un brise-soleil fixe qui a une sorte de double façade. Et derrière, on a encore des brise-soleil orientables qui sont sur les menuiseries. On a ici des protections solaires type BSO à l'est et en bas aussi. Donc on était plutôt relativement bien parti. C'est un système constructif mixte, c'est-à-dire on a tout un noyau en béton, les dalles en béton, et une enveloppe en bois. Ça, c'est une ouverture côté nord, qui est relativement bien protégée. Et on a vraiment quelque chose de très compact, avec des salles de classe au sud, des salles de classe au nord, et c'est ce gros noyau central avec l'atrium. Plutôt relativement bien parti. Ça, c'est la version rapidement, la coupe, où on voit bien la structure en béton, l'enveloppe, le sud avec ses protections solaires bioclimatiques fixes, plus des protections mobiles, idem de l'autre côté, et de la double flux. C'est un collège passif, bien sûr, un peu partout. Il n'y a pas de système de refroidissement. On a deux centrales double flux, une qui traite le sud, une qui traite le nord. Et les niveaux, alors je sais pas si oui, c'est à peu près ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été confortable, voilà, au mois de juin. Et ça a posé pas mal de problèmes parce que le collège avait été livré sur le principe qu'il était confortable, collège bioclimatique, passif, et avec la ventilation du free cooling sur la CTA, qui était la stratégie principale de refroidissement nocturne. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le bâtiment a eu un vécu très inconfortable, surtout sur la fin. Il était très confortable à sa livraison, donc ça fonctionnait relativement bien. J'en ai pas trop entendu parler en tant qu'AMO. On nous appelle en général plutôt quand ça va plus. Et du coup, par contre, fin juin, il a été réputé très inconfortable. Quand on a analysé un petit peu ce qui s'est passé, on s'est rendu compte qu'il a commencé à monter en température en fait à partir de la mi-juin et devenir de plus en plus inconfortable. Et fin juin, il était très inconfortable, monté à 28 degrés, enfin plus de 28 degrés. Et surtout avec très peu de différence jour-nuit. En gros, il repartait le matin quasiment à la température du soir. Et ça, très clairement, très vite, j'ai compris que on avait eu une montée en température parce que le free cooling n'était pas opérationnel. En fait, le free cooling avait été programmé, puis il y a eu un peu des incompréhensions qui fait que pour des mesures d'économie de consommation électrique, il a été déprogrammé. Et donc, on a un bâtiment qui est tout doucement monté en température. Et ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs qui avaient plutôt, je pense, bien joué le jeu jusque-là, ont essayé de s'adapter. Vu que le matin, ils avaient des choses qui étaient relativement chaudes, ils ont commencé à ouvrir bien les fenêtres, mais plutôt en journée, pour essayer d'avoir des courants d'air. Mais la nuit, ils étaient bien sûr fermés pour les raisons de sécurité qu'on a déjà évoquées. Et donc, on s'est retrouvé avec un ensemble très inconfortable fin juin, là où on a des températures qui ont dépassé les 37 degrés en journée. Donc voilà, principale origine de l'inconfort, l'arrêt de la ventilation nocturne, enfin de la programmation de la surventilation nocturne. Et en faisant une réunion et en analysant un petit peu les choses, on s'est rendu compte, en fait, comme on n'avait pas d'accès à la GTC ni aux mémoires des CTA, on n'arrivait pas à le caractériser de manière simple.
Donc, a été reprogrammé un free cooling à plein débit sur la nuit. Il y a eu aussi des discussions sur les paramétrages de roue, parce qu'il n'était pas complètement clair que la roue, à un moment, ne se remettait pas en route alors qu'elle ne devrait pas. C'est des CTA à rotor. Et ensuite, on a découvert un potentiel défaut de CTA sur celle qui dessert le R+2, et qui, a priori, moi, j'ai pas encore eu toutes les billes, mais peut-être qu'il y a eu un changement de débit dessus qui était par rapport à la mise en service, qui n'a pas encore été forcément interprété. Et il y avait deux raisons un peu secondaires. Il y avait des BSO qui n'étaient pas encore bien pilotés, et l'atrium central, il est équipé de ventelles pour la ventilation naturelle, et en fait, il n'était pas piloté. Donc, on a demandé l'automatisation des ventelles dans l'atrium. Voilà. Puis enfin, la formation des utilisateurs, on les a rencontrés à la rentrée pour rediscuter un petit peu de tout ça et pour redire les bonnes pratiques sur l'ouverture des fenêtres. Voilà. Disons que c'est un peu le souci d'une livraison, comme toujours, un peu en retard, plutôt en fin de saison de chauffe, qui fait que les problèmes, ils ont été vus comme ça a déjà été signalé, que quand les utilisateurs ont commencé à les rencontrer, parce qu'on n'avait pas de GTC pour avoir de visu dessus. Voilà. Et ça, après, ça c'est en fait, c'est des données issues de la CTA qu'on a réussi à récupérer seulement après la mise en place du free cooling. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le bâtiment, il est resté comme une belle thermo quasiment tout le mois de juillet, août, sans ventilation, et qu'il n'a absolument pas bougé. Et dès que la surventilation nocturne a été mise en route, là, on a eu une chute de température rapide, alors même qu'on était encore dans la canicule du mois d'août. Donc là, ça a vraiment montré que c'était la surventilation, l'absence de surventilation qui était la clé de tout. Parce qu'il n'y a pas une découverte, hein, quand tout a été conçu comme stratégie de refroidissement par la CTA, si on ne l'a pas, ça marche moins bien. Voilà. Et après, ça, c'est des enregistreurs qui ont été installés dans des salles hors GTC, parce qu'elle n'est pas accessible, et qu'on montrait que, grosso modo, tant que la surventilation n'était pas mise en route, thermos, on peut faire ce qu'on veut, même on est là en inoccupation, hein, on est au mois d'août, il n'y a personne dedans, mais la température, elle n'a pas bougé, quasiment indépendante de l'extérieur. Voilà. Et fin août avec la surventilation, c'est les mêmes sondes là, qui montrent bien la descente en température, où régulièrement toutes les salles sont descendues à la mise en route de la surventilation. Alors, petit focus rapidement sur le centre sportif universitaire. Alors, le centre sportif universitaire, c'est un peu différent, parce qu'en fait, il a été vraiment livré que là, maintenant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on voulait mettre en route déjà toutes les stratégies de confort d'été avant, pour se rendre compte déjà, même sans occupant. Oui. 3 minutes, c'est parfait. Voilà. Alors, le centre sportif, lui, il a une particularité, c'est qu'il y a un noyau en béton, mais qui est très particulier, qui fait en gros tous les vestiaires, plus le plancher des gymnases supérieurs, et tout le reste, c'est du bois. Donc, des comportements thermiques attendus forcément très différents, et surtout les parties béton très enterrées, très protégées, avec plein de masques autour, et des parties bois très aériennes, relativement vitrées, et donc beaucoup plus sensibles. En tout cas, on les attendait beaucoup plus sensibles. Donc, on recommence sur la GTC. Donc, si vous avez compris, l'ennemi du jour, ou en tout cas le coupable de cet été, c'est l'absence de GTC ou les problèmes de GTC. Donc là, on s'est retrouvé avec en fait un bâtiment où le lot d'électricité avait un peu de retard, voire beaucoup de retard. Enfin, en tout cas, suffisamment de retard pour gêner l'OCVC qui, lui, était tout prêt, mais ne pouvait pas piloter efficacement tout son système. On pouvait le piloter en local avec un PC branché sur l'automate, mais pas autrement. Donc, on s'est retrouvé à traverser toutes les canicules avec les BSO ouverts. C'est plus rigolo, hein, quand on voit les surfaces vitrées. Hop. Et par contre, les gymnases très bioclimatiques, c'est-à-dire qu'ils ne s'appuient pas sur des protections mobiles. Là, on a des hauts jours plein nord. Là, on a des protections avec des tôles déployées derrière et on est très ombré par les voisins. Eux n'ont pas eu préjudice de l'absence de GTC et leur température est restée super confortable, quoi. En fait, il y a des vrais thermos. Voilà, ça, c'est le gymnase C qui est semi-enterré. Pareil, sans aucun système, il a peu évolué en température. Et par contre, sur les autres espaces sportifs,
on a quand même 3 systèmes. Donc, il y a la double flux qui fait une ventilation principale. On a avec aussi un peu de rafraîchissement sur l'air avec une batterie froide. On a des brasseurs qui, eux, s'activent en fonction de la température et eux, ils fonctionnaient. Donc, on a des températures qui sont montées un petit peu haut, encore un peu plus haut, on parle de 28, 28-29 dans les espaces les plus hauts, sachant qu'ils n'avaient pas de protection solaire. Et on avait les brasseurs qui, eux, se mettaient en route. Et on a en plus des ventiloconvecteurs froids qui, eux, alors, ne fonctionnaient pas pour une autre raison, c'est qu'en fait, les packs froids étaient en carafe. C'est le bonheur de la mise en service. Donc, état des systèmes cet été, pas de CTA. Au début, on n'avait pas de CTA. CTA, elle a démarré au mois de juillet, tout début juillet. Pas de GTC. Du coup, les sondes, on ne pouvait pas les lire. Enfin, en tout cas, moi, je ne pouvais pas les voir. Pas de commande de BSO. Et pas de commande. On a aussi un free cooling dans l'Atrium avec des châssis Ventel qui s'ouvrent. Celui-là, il n'était toujours pas piloté. Les 2 packs réversibles étaient HS. Et donc, on a juste la CTA qui a assuré le free cooling nocturne juillet-août. Et en fait, juste avec la CTA qui était programmée sur le free cooling, on a maintenu le confort dans tous les espaces inférieurs. Dans les espaces supérieurs, on n'a pas fait de miracle. Voilà. Par contre, les brasseurs, eux, tournaient. Parce qu'ils étaient programmés indépendamment du reste. Hop. Voilà. Et alors, le résultat, c'était un petit peu imagé. C'est que tout ce qui est en bas, ça s'est très, très bien comporté. Les grands gymnases sont très, très bien comportés. Par contre, les espaces ici qui sont très vitrés et très légers, à très faible inertie, et là, par contre, on était vraiment chaud, avec presque 2 degrés de stratification, 2 degrés par niveau. Là. À chaque fois qu'on monte, on prenait 2 degrés. C'est-à-dire qu'en bas, ça n'a quasiment pas bougé, et ici, c'est température très élevée. Voilà, donc tout ça va être évidemment remis en route. Et pour terminer, ça ne prend pas de temps parce que ça s'est bien passé. Alors, on va finir par faire croire que c'est parce que c'est dans les Vosges. Le groupe scolaire d'Étival-Clairefontaine, c'est donc bâtiment passif, tout bois. Donc tout bois, double flux bien sûr. Seul système de rafraîchissement, le free cooling de la CTA, qui lui était bien programmé, qui a bien fonctionné, et où en analyse de données CTA, on variait de 24 à 26 tous les jours entre le 23 et le 2, et ensuite la surventilation ne s'est déclenchée que pour maintenir en température, c'est-à-dire très peu souvent finalement, parce qu'on a eu beaucoup moins chaud, les BSO étaient fermés, il n'y avait pas d'occupation. Et à la rentrée, on avait 21 degrés dans l'ensemble du groupe scolaire. Bon, il y a aussi une différence. On est radicalement bioclimatique. Donc, c'est-à-dire on est plein sud là, avec des bords de toiture, brise-soleil fixe, plus des BSO, et on est à 330 mètres d'altitude. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on est hors îlot de chaleur. Et ça, c'est l'avantage incomparable des vallées vosgiennes, c'est qu'on a rarement plus de 20 degrés la nuit. Donc, c'est-à-dire que nos free cooling sont très efficaces. Voilà, c'est pas du tout pour dire c'est vachement mieux et tout. On aurait mis le même à Strasbourg, on n'aurait pas fait du 24-26, on aurait fait du 26-28, quoi. Je veux dire comme tout le monde. Voilà. Et voilà, c'est tout. C'était juste pour dire ça. Donc, il n'y a pas de GTC, pas de suivi à distance. Donc, heureusement, ça n'a pas dérivé. Je pense qu'après, on va en discuter. Bioclimatisme, il y a vraiment une différence entre le bioclimatisme passif et actif. C'est-à-dire que le passif, il fonctionne toujours. C'est un peu trivial ce que je dis, mais c'est quand même vrai. Tout ce qui est du niveau de l'enveloppe et de la protection, il n'y a jamais de surprise. L'actif, c'est tout ce qui va être mobile et basé sur la ventilation, c'est déjà plus compliqué. Les CTA de free cooling, ça marche bien, sauf si la nuit il fait trop chaud. Pareil, j'enfonce un peu des portes, mais c'est vrai. Et ça, c'est plus pour discuter après. Effectivement, c'est dommage qu'on arrive en fin de chantier, au moment de la livraison, et en fait, on n'a pas vraiment les outils pour faire le réglage fin, et on fait du débugage sur le premier été. Ça passe pas des super messages, alors que c'est en général plutôt des bons bâtiments, quoi. Voilà. Et je vous remercie. Mille merci, Vincent. Est-ce qu'il y a une courte question? Si, bonjour. C'est une question pour Monsieur Camille Bouchon. Ça, c'est actuellement juste pour Vincent. Les questions après, on va faire dans la... Merci beaucoup. Merci, pas de souci. Retenez vos questions. Je passe la parole à Benoît Herny, agent du climat de Strasbourg, et j'espère que tu as des résultats un peu positifs. Merci. Oui, bonjour. Alors, contrairement à mes petits camarades, moi, je ne vais pas vous parler de bâtiments neufs, je vais vous parler de bâtiments existants.
sur lesquels on a fait des campagnes de mesure assez courtes dans le temps. C'est maximum une dizaine de jours, 15 jours pour celui qu'on a instrumenté le plus longtemps. Et il se trouve que, en fait, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, quoi. Donc, je passe rapidement sur la présentation de l'Agence du climat. Vous aurez ça, je pense que la présentation, vous l'aurez à disposition. En fait, qu'est-ce qui nous a motivés pour faire ces instrumentations d'été? Depuis plusieurs années maintenant, on fait de l'instrumentation d'hiver pour voir comment fonctionne le chauffage dans les bâtiments existants des communes de l'Eurométropole. Et il se trouve que fin de cette année, cette saison chauffe, on a instrumenté une école en fin février, début mars, et on a eu 25 degrés dans cette école-là. Et on s'est dit, peut-être qu'on devrait continuer ces campagnes de mesure, voir ce qui se passe dans ces bâtiments-là l'été. Ça a fait l'objet d'un stage. Donc, Ninon, qui est parmi nous, qui a suivi beaucoup de ces bâtiments-là, qui nous a beaucoup aidé à mettre en forme, on va dire, toutes les présentations, et qui a été très efficace. Donc, on a instrumenté une douzaine de bâtiments sur l'ensemble de l'Eurométropole. Avec des sondes de température, on peut avoir le relevé en direct avec un pad de 15 minutes. On mesure également le taux de CO2, l'humidité relative. Et puis, on est passé effectivement pour mettre en place ces sondes et les retirer et puis visiter le bâtiment, voir un petit peu ce qui pouvait nous interpeller à chaque passage. Et donc, je vais vous présenter deux exemples. C'est deux petits extraits. Hein, c'est pas... Donc, un premier, c'est un centre socio-éducatif à Souffelweiersheim, en milieu urbain. Donc, composé de on va dire, 3 niveaux, un sous-sol, un rez-de-chaussée et un R+1. Et on va juste se focaliser sur deux extraits. Donc, en premier temps, l'évolution des températures sur l'ensemble de la période d'instrumentation. Et là, très clairement, on a une zone qui est relativement stable, qui se trouve au sous-sol, une zone qui est beaucoup plus réactive, qui est tout en haut, et puis quelque chose entre les deux qui navigue un petit peu. Alors ça, c'est uniquement les températures. Et puis, si on se focalise maintenant sur la zone la plus extrême, donc on est à l'étage, on a sur la période, là, en rouge, c'est les températures extérieures, en orange, c'est le rayonnement enregistré à Ensheim, et puis la courbe de température qu'on a ici, et puis qu'on voit, ça monte gentiment tout au long de la séquence. Avec ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui se passe au niveau du CO2, c'est qu'on a des pics de temps en temps. On a bien de temps en temps visiblement de l'ouverture des ouvrants où là ça descend un petit peu plus brutalement, mais ce qu'on constate avec ces enregistrements CO2, c'est que globalement les pièces sont fermées et évoluent très lentement, et donc on confine, on va dire, on garde la chaleur à l'intérieur. Donc là, c'est une des pièces instrumentées qui est à l'étage. Bon, c'est pas l'endroit qui est effectivement le plus confortable. On a constaté à la caméra thermique qu'on a des plafonds pas très bien isolés, sous-rampants. On a des températures de surface à 30 degrés. 30 degrés, ces températures, c'est supérieur à ce qu'on a normalement pour du plancher chauffant, quoi. Le 28 degrés, plancher chauffant, c'est 28 degrés maximum. Là, on est à 30 degrés et avec des points chauds. Et puis, des qualités d'air dans ces salles qui ne sont pas forcément terribles. Alors, en plus, alors ça, c'est dans la bibliothèque, le plafond. Et puis, dans la cage d'escalier, il y avait bien des éléments en tôle isolés, sauf qu'il y en a certains qui ont pris l'eau et où l'isolation a été démontée. Et du coup, on se retrouve avec ces jolis radiateurs qui rayonnent plein pot sur la tête des gens qui passent dans la cage d'escalier. C'est vraiment, là, pour le coup, très, très inconfortable. Et à contrario, au sous-sol, là, on voit bien les températures. En début de séquence, on est aux alentours de 22 degrés. On est monté gentiment. On est monté au maximum à 25 degrés. Et en fait, ce qui a fait qu'on a ces petites
pic de température, c'est que de temps en temps, il y a quand même l'ouverture des fenêtres et il y a un choix. Il y a des enfants qui sont dans ces pièces-là. À un moment donné, la qualité d'air devient insuffisante et puis les fenêtres sont ouvertes et on fait rentrer un peu d'air chaud. Mais globalement, c'est des pièces qui sont au sous-sol qui sont restées plutôt très confortables. Et donc, ce qu'on peut en retirer, c'est que bon, on est sur des pièces semi-enterrées, donc on bénéficie de l'inertie du sol. Globalement, les ouvrants, il y a bien des ouvrants à l'extérieur, mais avec des volets. Et là, pour le coup, on a pu constater de visu que c'était plutôt bien géré. Les volets étaient fermés systématiquement, ou la plupart du temps. Et en fait, ce qui fait qu'on a une source d'inconfort, c'est qu'on doit faire le choix entre, on va dire, ouvrir les fenêtres pour avoir de l'air et donc faire rentrer de l'air chaud, ou les garder à l'intérieur pour garder la fraîcheur. Et donc là, comme il n'y a pas de ventilation, c'est un choix un petit peu compliqué à faire pour les occupants. Et puis ce qu'on a constaté, mais ça c'est vrai je pense pour tous les bâtiments en général, c'est que les menuiseries, c'est un des points faibles de l'enveloppe. C'est quelque part où c'est l'endroit le moins bien isolé, quoi qu'il arrive. Et là on le voit bien sur la façade sud, où on a des menuiseries qui rayonnent pas mal. Là on est façade nord, donc normalement elle n'a pas pris beaucoup le soleil, sauf le matin entre 5 et 6 heures. Et puis éventuellement un peu le soir. Et puis même derrière les BSO, là, à la cantine, ça chauffe quand même pas mal. Donc c'est quand même des radiateurs qui sont là et qui, s'il fait chaud dehors, font qu'on a de la chaleur qui rentre à l'intérieur. Deuxième exemple, là pour le coup, on est plutôt en pleine nature. C'est un gymnase construit dans les années 90, le gymnase avec Bolsheim, le Samel, orienté est-ouest, avec 2 grandes salles, une salle de basket, 1200 mètres carrés, et un dojo, 354 mètres carrés de tatami, et utilisé essentiellement la semaine. Alors, ce qu'on peut constater à la visite, c'est qu'il y a pas mal de vitrages. Alors, je viens de dire que le vitrage, c'est un problème, y compris... Alors là, sur des bâtiments anciens, c'est vraiment un problème, c'est des radiateurs, même en façade nord. On a des vitrages, pour le coup, qui ne sont pas ouvrants. On ne peut rien ouvrir, ou presque. Il y a juste les petits ouvrants là pour le désenfumage. Sinon, il n'y a rien qui peut s'ouvrir ou à peine. Bon, le bardage, il a effectivement vieilli. On a des vestiaires qui sont dans le noyau central. C'est les endroits qui sont restés le plus stables en température. Bon, ce n'est pas là qu'on pratique. Et puis, pour des questions, on va dire, de zone inondable, on est sur un bâtiment qui est quasiment sur pilotis. Là, on voit bien sous le bâtiment une dalle béton qui, a priori, n'était pas isolée. Alors, il y a bien quelques protections à l'est, sauf qu'à l'est, c'est tout vitré. Et même s'il y a des casquettes, ça prend le soleil généreusement le matin. On le verra sur un des enregistrements. Et puis, quelques protections, mais c'est le voisin qui fournit les arbres, donc c'est pas sur le terrain. Pour la salle de dojo, des rideaux à l'intérieur et aucun ouvrant en partie basse, enfin aucune menuiserie qui peut s'ouvrir en partie basse. Donc potentiellement une source d'inconfort. Alors il y a bien une centrale de traitement d'air qui assure également le chauffage, qui est pilotée plus ou moins on va dire manuellement par l'employé qui met ça en route. Il le fait plutôt pas mal, sauf que c'est une centrale qui est à la base qui a été conçue pour faire du chauffage, pas forcément faire de la surventilation, et donc qui est un petit peu limitée en débit. Alors comme précédemment, là je vous ai mis l'ensemble des courbes de température avec la tendance ici pour les températures extérieures, et puis la tendance pour les températures intérieures. On est largement au-dessus des températures extérieures. Et puis, on a effectivement une zone là qui monte de façon exceptionnelle. Alors, c'est vrai la sonde était placée, elle prenait le soleil le matin, derrière le vitrage, plein est. Bon, par contre, l'après-midi,
La deuxième petite bosse, bah là, elle était à l'ombre et donc elle est plus représentative de la température de l'air à l'intérieur. Alors, on va aller voir ce que ça donne dans cette salle de basket où c'est monté gentiment tant que les températures à l'extérieur ont grimpé, bah ça a grimpé. Avec un écart entre les températures minimales à l'intérieur et les températures minimales à l'extérieur énorme, on avait là un gros potentiel qui n'a pas pu être mis en œuvre parce que la ventilation, elle était ce qu'elle était et on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Et puis, dès que les températures extérieures ont décru à l'intérieur, bah on a pu récupérer, enfin, ils ont pu récupérer des choses à peu près acceptables. Mais là, on voit bien, là, on est plus de 33 degrés au niveau de la sole de gymnase, du plancher de la salle de basket. Et quand on monte dans les gradins, bah ici, on est monté à 41 degrés. Bon, pour les spectateurs, je veux bien, mais ce n'est pas forcément des conditions acceptables. Pareil pour le dojo, plutôt plus frais au rez-de-chaussée et beaucoup plus chaud à l'étage. Et donc, ce qu'on peut dire par rapport à ça, en fait, vu la taille des bâtiments, l'essentiel des apports, ça a été des apports de l'extérieur, hein, que ce soit des apports solaires ou des apports de chaleur à travers les parois, que du coup, la CTA, elle existe, mais elle a été dimensionnée plutôt pour faire du chauffage et donc pas du tout adaptée pour faire de la surventilation. Et donc, bah, effectivement, on a un bâtiment qui est monté en température qui est devenu très, très, très inconfortable. Or, sur l'ensemble de ce qu'on a pu instrumenter, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait quasiment à aucun moment de rafraîchissement nocturne, pour des questions d'intrusion et autres. Peu de surventilation matinale, l'ouverture des fenêtres. On a vu de temps en temps des gens qui l'ouvraient, mais c'était, on va dire, plutôt exceptionnel. Et pour le coup, moi, je me posais des questions là-dessus. On a aussi vu qu'il y avait des fenêtres qui étaient ouvertes alors qu'il faisait chaud dehors, donc on fait rentrer de la chaleur, alors qu'il serait plus intéressant de la laisser fermer, mais bon, on a envie d'avoir de la circulation, on n'a pas de brasseur d'air, donc c'est peut-être une des solutions. Les zones, quand il y a des combles occupés, combles aménagés, ben c'est là où on a les conditions les pires, et puis dans certains cas, on peut avoir aussi des apports internes qui peuvent être importants. Et puis, quand on a un système de ventilation plus ou moins efficace, bah, il y a des fois où ces systèmes-là sont délégués. L'opérateur qui les met en route n'est pas forcément toujours bien en accord avec l'usage des bâtiments, donc des choses qui ne fonctionnent pas comme il pourrait le faire. Et globalement, un manque de connaissance du fonctionnement des bâtiments par les occupants. Et donc, si je devais résumer, sur ces bâtiments existants, une méconnaissance des bonnes pratiques adaptées aux bâtiments. Et deuxième, alors là c'est un petit peu plus général. L'essentiel des bâtiments qu'on a instrumentés, c'était des bâtiments, on va dire, relativement récents, après 80, 90 et après. Donc des inerties plutôt légères, voire très légères, des bâtiments qui ne sont pas liés à l'inertie du sol. Là où il y a de l'inertie du sol, bah, effectivement, c'est là où on a les meilleures zones de confort. Des surfaces de vitrage importants. Donc bah, là, c'est des apports, même si ce n'est pas des apports directs, c'est quand même des apports par ces surfaces-là. Quand on utilise des combles, bah, forcément, on se met dans des conditions, on va être en inconfort. Et fatalement, je dirais. Et pour l'essentiel des systèmes qui sont installés, bah, ils ont été dimensionnés pour faire du chauffage, mais pas du tout pour faire du rafraîchissement. Et donc, en discussion avec, après les restitutions de ces instrumentations-là, en fait, c'est que effectivement, c'est une préoccupation de la part des techniciens et des élus. Il faut prendre en compte ce retour d'expérience-là
pour adapter les utilisations des bâtiments qui ont été instrumentés, mais également les autres. Il y a des règles qu'on peut définir et qui sont applicables pas qu'aux bâtiments instrumentés. Et que clairement, c'est une volonté de leur part d'intégrer ces retours d'expérience dans la conception ou la réalisation de leur nouveau bâtiment. Voilà, merci. Merci beaucoup, Benoît. Une vite question pour cette présentation. Sinon, on passe à la table ronde. C'est ça. Alors, on va commencer tout de suite avec les questions dans le public et Thalie doit partir. Du coup, je te passe la parole. Je suis très chanceuse. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, j'ai une petite inquiétude concernant la nappe phréatique, en fait, sur laquelle on pompe. Et c'est des collègues de la DRE à l'Eurométropole de Strasbourg aussi qui sont inquiets, en fait. Il y a une étude qui est en cours. À force de faire des puits pour rafraîchir, en fait, on va finir par plus rafraîchir. Enfin, en tout cas, c'est un sujet. Je voulais juste vous alerter là-dessus. Voilà. Et du coup, aussi, finalement, les systèmes de rafraîchissement, à part les bâtiments récents que vous nous avez présentés, on ne sait pas répertorier quels sont les systèmes de rafraîchissement des différents bâtiments. Et ça aussi, c'est une problématique, justement, pour pouvoir tirer des enseignements. Alors, je ne sais pas si au niveau de la police du bâtiment, il y a des choses à faire par rapport à ça, mais on ne sait pas, en fait, quels sont les systèmes de rafraîchissement qui sont utilisés dans les bâtiments. Enfin, c'est finalement moins des questions que des remarques. Voilà. Ouais, sur la nappe, en tout cas, nous, on essaie de l'utiliser, mais on est aussi avec précaution parce qu'on a quand même des soucis et on sait bien qu'il y a des zones où il y a une telle densité qu'on ne va plus pouvoir le faire. Mais voilà, sur la périphérie, enfin, il y a quand même des zones où on a encore un potentiel. Après, on fait aussi, il y a des endroits où on n'a pas fait sur la nappe et on fait de la sonde géothermique pour chauffer, mais aussi pour refroidir. Donc, pas avoir d'échange avec la température d'eau, mais le fait qu'il y ait de l'eau en circulation, ça sera toujours bénéfique pour refroidir. Pour moi, ce qui est un problème, c'est qu'on a un endroit où il n'y a pas de circulation d'eau. C'est là où il y a une vraie élévation de température. Pour l'instant, sur Strasbourg, je n'ai pas encore vu, à part dans des densités, je sais pas, il y a des quartiers où vraiment il y a une grosse densité. Je pense qu'on a encore un peu de marge dans certains endroits. Par contre, les niveaux d'eau, enfin, il y a la difficulté aussi sur. On sait qu'en fait, on va avoir des interdictions parce que quand on fait un forage, la mise en œuvre, il peut y avoir de la pollution d'eau, il peut y avoir des fuites sur les circuits. Donc, clairement, c'est pas une technologie sans risque. Ouais. Et on sait que on va avoir des interdictions ou des. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué d'en faire, donc c'est pas la solution miracle, quoi. Mais quand on a le droit, c'est pas mal. Et pour la réponse sur les autres bâtiments, c'est simple, soit il n'y a rien, soit il y a de la clim. Et on revient un peu à la table ronde d'avant la canicule. Et où si on n'est pas capable à moyen terme, même peut-être à court terme, d'amener des solutions, on a les vendeurs de clim qui sont beaucoup plus forts que nous, beaucoup plus nombreux que nous, et tout travaille pour eux, quoi. Voilà. Et c'est la pire des solutions pour tout. On ne va pas refaire le match, mais voilà. Et donc moi, je reste partisan dans le cadre de la réno globale de ces bâtiments-là, protection solaire, étanchéité à l'air, bien sûr, mise en place de double flux qui nous donne un vecteur pour faire du rafraîchissement, alors soit adiabatique, soit détente directe, avec un peu de photovoltaïque sur le toit. On a quelque chose d'acceptable qui ne surcharge pas la nappe, qui est économiquement, une fois qu'on a la double flux, pas méchante, et qui surtout va prévenir l'implantation, j'allais dire anarchique, on va dire sauvage, de la clim après. Voilà. Il y avait aussi pardon, je peux juste faire une remarque. Il y avait dans la discussion qu'on avait dans la journée Citadelle, on avait aussi la question, tu parles d'une petite détente qu'on met pour refroidir. Est-ce qu'on fait ça pendant la nuit ou est-ce qu'on fait ça pendant la journée? Vas-y. Ouais, parce qu'il y avait une discussion intéressante. Il n'y avait peut-être pas tout le monde. Oui, alors, on a dit qu'on ne le refaisait pas, mais on le refait quand même. Donc, oui, donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est quand on a une centrale double flux, comme on fait en logement, on peut faire du chauffage en soufflant sur l'air, mais on peut aussi faire du rafraîchissement, du coup, en logement ou en tertiaire. Alors, la puissance est limitée,
mais comme toute l'installation est déjà là, on arrive quand même à avoir des puissances entre 5 et 10 watts par mètre carré de rafraîchissement. Alors, c'est sans commune mesure avec la clim, hein, bien sûr, hein, on parlait de 100 watts. C'est un peu moins que du plancher rafraîchissant, mais combiné à tout le reste, ça a une efficacité certaine. Alors moi, je le défendais parce que j'étais dans le cadre du centre sportif universitaire, qui est encore un cadre très particulier, de l'utiliser la nuit, parce que la nuit, comme les températures nocturnes sont beaucoup plus basses, on a des efficacités frigorifiques très fortes, des coefficients de performance très forts. Mais, et Camille a tout à fait raison, mais en journée, ok, on est beaucoup moins bon, mais on a le photovoltaïque. Donc, moi, j'ai révisé ma stratégie, on va faire les deux. Comme ça, en journée, on utilise le photovoltaïque avec des COP pas ultra performants, et la nuit, si besoin, et encore parce qu'on a une nuit tropicale, on continue pour bien redescendre le bâtiment. Notre puissance est limitée, mais si on l'utilise de manière relativement continue, on arrive à maîtriser les choses. Sur du bâtiment où on a travaillé tout le reste, hein. Sur ton gymnase, là, aucune chance. Hein. Peut-être juste pour compléter sur la question des puits sur nappe, c'est un vrai sujet, mais ça reste un petit sujet parce que quand on extrait de la plaine d'Alsace toutes les zones en code rouge minier où on ne peut pas faire de pompe à chaleur sur nappe et qu'on enlève, qu'on regarde uniquement les sujets bâtimentaires, les débits de nappe sont très faibles comparé à des débits industriels sur Mulhouse, par exemple, le quartier Fonderie, il y a d'anciens puits, ils tiraient 120 mètres cubes heure. Quand sur un bâtiment, on va tirer 7 à 8 mètres cubes heure. Donc, les échelles sont pas du tout là. Par contre, le vrai sujet, c'est que, en fait, c'est généralisé. Nous, on récupère des missions de diagnostic et d'AMO quasi une à deux fois par mois en ce moment sur des pompes à chaleur sur lesquelles on a des problèmes de manganèse, d'ensablement et d'exploitation maintenance. Et malheureusement, alors pour des sujets de CTA ou des sujets de pompes à chaleur, le sujet va être la maintenance et l'exploitation. Donc on a un vrai sujet de est-ce qu'on a choisi le bon pilote. Par contre, sur l'ensablement d'un puits, c'est pas la maintenance qui a joué, c'est juste le système qui est faible quoi, en termes de pérennité. Et donc là, se joue après le sujet sur les autres solutions qui existent et qu'est-ce qu'on est prêt à se payer dans le temps et à maintenir dans le temps. Et malheureusement, moi, je vois trop de maîtres d'ouvrage qui achètent un projet vendu par une équipe de programmation, puis de maîtrise d'œuvre, puis d'entreprise, pour arriver à la fin à un objet qui est une Game Boy qui ne sera pas utilisée, qui ne voudra pas utiliser. Et on revient vraiment à est-ce qu'on est prêt à exploiter ce qu'on achète ? Et si on n'est pas prêt à ça, il faut faire du bâtiment, comme l'a présenté c'était Camille tout à l'heure, le projet de Atelier des formes, du bâtiment très isolé, avec beaucoup d'inertie, très bioclimatique, sur lequel on n'a pas besoin des systèmes. Malheureusement, on n'en a pas encore assez comme ça. Et comme toi, dans les Vosges, j'étais dans une zone favorable. Voilà. Ça peut marcher, on peut arriver avec des solutions comme ça, mais qu'il y a quand même des endroits où tu n'as pas le choix d'avoir un système de refroidissement. Et qui dit système de refroidissement dit complexité, quoi. Par contre, voilà, c'est que si tu as fait tout ce qu'il faut faire avant d'y arriver, quoi. Et la question est vraiment là. Là, vous avez les retours de cette année. Et qu'est-ce que ça, dans 20-30 ans, c'est massacrantement différemment. Écoute, moi, je dis, Dubaï, c'est the place to be. Il fait 50 degrés. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi on ne sera pas heureux à 50 degrés. Merci pour le cauchemar. On va tous aller dans les Vosges, fais attention. Ça me porte à la question, du coup, vos systèmes que vous avez actuellement regardés, comment ils vont se comporter au temps de Dubaï? Non, mais enfin, là, on tient, nous, justement, à 40 degrés, on les tient, mais justement, il faut qu'il y ait des nuits encore fraîches. Si la dernière fois, je regardais la température à Dubaï, ouais, c'était 42 journées, 33 la nuit. Et ça, c'était pas extrême. Et là, on change de bâtiment, mais voilà, on est dans... On sait faire des choses avec de manière passive, avec des climats qu'on a encore actuellement. Mais si on a des 45 degrés, 50 degrés journée et 35 la nuit, mais on fera de la clim. Hein. C'est tout. On aura les solutions techniques après. Et il y a un rôle aussi, vous avez beaucoup montré les bâtiments publics, il y a un vrai rôle d'abri chaleur pour la population. C'est une question de sûreté parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent déjà sur dans les pays Moyen-Orient de la chaleur. En fait, c'est les reins qui lâchent. Il y a des jeunes personnes qui meurent de chaleur. Du coup, il faut effectivement que tous ces bâtiments scolaires et compagnie soient des abris chaleur. Étaler la question, qu'est-ce qu'on fait dans la rénovation? Il faut vraiment se pencher sur la question parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui se font rénover actuellement. Je pense qu'il faut y aller à prévoir le rafraîchissement, climatisation.
La difficulté qu'on a, c'est qu'actuellement, voilà, on va avoir des bâtiments qui vont se comporter, mais on va quand même monter à 28 degrés. Donc, il faut se dire, est-ce que 28 degrés, c'est acceptable ou pas? Moi, je pense que c'est supportable, justement, avec les brasseurs d'air. Mais c'est sûr que demain, voilà, si on commence à avoir des températures à 33, à 34 en continu, c'est impossible. Donc là, on commence à rentrer dans les problèmes de santé humaine. Donc, on l'a sur l'existant. Donc, dans les gymnases, bah là, ce que tu as montré, Benoît, enfin, le bâtiment, on ne peut pas l'utiliser pendant cette période-là, quoi. Donc, là où on veut utiliser les bâtiments pendant ces périodes de juin et au cœur de l'été, bah, on est obligé d'avoir mis en place tout ce qu'il faut, protection solaire, enfin, d'avoir eu des rénovations complètes, plus une petite source de refroidissement pour ces périodes, ces quelques jours de canicule dans l'année, quoi. Donc c'est largement faisable, la technique elle est là. Après, effectivement, c'est quand on refait, quand il y a un moment de rénovation énergétique, quand on revient sur le patrimoine, il ne faut pas louper ce confort d'été, parce qu'après on n'y revient pas avant 25 ou 30 ans. Et donc là, ça va se finir avec des solutions plus radicales de clim ou voilà, avec des coûts d'exploitation importants. Et voilà. Je dirais même, on prend un gros risque, hein, si les rénovations globales ne tiennent pas compte du confort d'été. Dans la majorité des cas, on va aggraver le fonctionnement parce comme on isole le bâtiment, on va perdre le rayonnement nocturne. Donc le bâtiment perd sa capacité à se refroidir vers l'extérieur spontanément. Alors ce qui fait plus ou moins bien, hein, mais du coup, pour moi, si on traite pas le confort d'été, on va les rendre pires qu'ils ne sont. Donc c'est vraiment pas, on n'est pas dans le bon sens, quoi. Oui, je réagis à ce que vous venez de dire. Quand vous parlez de se préoccuper du confort d'été, vous parlez de rester en dessous des 350 heures d'inconfort en logement? Non, là, c'est 350 heures, c'est énorme, quoi. La règle, c'est 1250 Non, mais alors, le DH et le... Là, vous parlez des heures du calcul réglementaire Euro 2001. Ouais. Là, on est dans la théorie, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire le moteur de calcul, le chiffre qui en sort, il ne sert à rien. En fait, il n'a aucun lien avec la façon réelle dont le bâtiment va se comporter. Enfin, ce n'est pas un outil, ça. D'accord. En fait, on est obligé, si on veut prévoir le fonctionnement d'un bâtiment, on utilise des outils de STD, mais c'est surtout, on doit adapter des scénarios qui vont être adaptés au fonctionnement réel. Le moteur de calcul réglementaire, c'est des scénarios généralistes qui ont des résultats assez aberrants, notamment sur la prise en compte de l'inertie. Enfin, on est payé en tant que bureau d'études, si on veut, on sait optimiser ces chiffres-là, mais ce n'est pas parce qu'on les aura optimisés dans le calcul qu'on les aura optimisés le bâtiment pour que ça fonctionne bien, quoi. Donc pour moi, tout ça, faut sortir de l'idée que ça sert à quelque chose. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir du pragmatisme, c'est se dire, s'il y a des vitres, elles doivent être toutes protégées du soleil, on doit avoir des systèmes d'ouverture des fenêtres, on doit réfléchir à la stratégie, est-ce qu'on peut ou pas ouvrir les fenêtres, ça, c'est des choses, il n'y a pas besoin de calcul pour voir si ça marche, quoi. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours dans les projets où on a le droit de mettre ça en œuvre. Voilà, la question d'avoir une fenêtre qu'on puisse ouvrir ou pas la nuit, dans beaucoup de projets, c'est faire button, donc on n'envisage même pas, quoi. On a des questions ici. En fait, tout le monde aurait dû se présenter. Désolé, c'était Tali Marx de l'Eurométropole et Marc Lintz du CERIM. Et je passe la parole à... À François Lierman, architecte. Salut les amis, je viens de compter aussi. C'est 21 ans pour moi, donc je peux me permettre de dire des choses. Merci en tout cas pour ces présentations-là qui sont très claires. On va le dire entre nous, ça fait 21 ans qu'on entend ça aussi, et je pense qu'il y a vraiment des messages forts. C'est pas tant une question, mais plutôt une conclusion que j'aimerais apporter, vu l'heure qui tourne. Je crois qu'il y a vraiment des choses très importantes qui ont déjà été dites. C'est que finalement, pour faire simple, les bâtiments bien bioclimatiques fonctionnent mieux de manière simple. Donc on part de beaucoup plus proche de l'objectif, et c'est peut-être certainement ça la première clé. Deuxième grand message, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit du neuf ou de la réno. On est obligé de traiter en étude et non pas a posteriori avec des mesures, je pense, et on sait le faire en étude, vérifier le comportement d'un bâtiment. Je parle bien du comportement d'un bâtiment et on l'adapte. Il
ici, je fais appel vraiment à mes confrères pour réfléchir à ça et ne surtout plus déroger à quoi que ce soit, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qui va devoir fonctionner dans 20 ans, quand il fera certainement beaucoup plus chaud, vous l'avez remarqué. Les grandes conclusions, le site, oui, les Vosges, etc. Par contre, on n'a pas la solution si c'est la PAC, mais on n'a pas toujours cette nappe non plus, hein, donc il faut bien trouver des solutions qui sont celles que je viens d'évoquer préalablement. En tout cas, la synthèse de tout ça me semble vraiment importante, et la seule question, c'est quand est-ce que vous commencez, chers confrères, chère équipe de maîtrise d'œuvre, à faire des bâtiments 100% bioclimatiques et performants. Merci à vous. Alors, Merci. nous, on attend que ça. Hein. Merci pour cet appel, François. Je passe là. En tout cas, dans les exemples présentés, il y a quand même des belles références qui marchent, quoi. Enfin, il faut être très optimiste. Je pense que la production actuelle est... Moi, justement, si on revient il y a 20 ans, la question des protections solaires, enfin tout ça, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Je pense qu'il y a une évolution hyper positive. Ça va juste pas assez vite, ça va... Voilà. Mais clairement, je pense que quand je vois les bâtiments livrés, le bâtiment d'Egbolsheim, le collège, bah, tu prends le collège d'il y a 20 ans, ça n'avait rien à voir, quoi. Enfin, je trouve ça assez extraordinaire, l'évolution, les moyens. Voilà. Donc, après, c'est sûr que c'est une activité humaine qui est imparfaite. Et donc, si on va tous dans la même direction, ça marche, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé de toutes les typologies de bâtiments et de toutes les rénovations aussi qu'on a pu faire, mais moi j'aimerais quand même revenir sur le rôle de l'architecte dans la conception du taux de vitrage. Et moi, c'est quand même récurrent aujourd'hui sur tous les projets. Alors, je ne parle pas des projets de logement, c'est tout projet sauf logement. En fait, on est trop vitré, systématiquement, et quelle que soit l'orientation. Et en fait, il va falloir apprendre à travailler avec moins de vitrage et travailler la lumière. Et là, on revient sur des architectures qu'on retrouve au Maroc et ainsi de suite, sur comment, avec une toute petite fenêtre, on arrive à éclairer une pièce de manière confortable et accepter qu'on n'ait pas une méga vue comme ça dehors. Ça va être à partir où on survitre, on génère des apports, des déperditions, des éblouissements et donc de l'inconfort en tout type de sujet à traiter. On a plusieurs expériences de bâtiments. On a réduit par 6 les quantités de vitrage en rénovation. Et d'un seul coup, le bâtiment est confortable, alors qu'avant, le maître d'ouvrage voulait mettre une clim. Donc, c'est des projets où le cahier des charges était rénovation énergétique, intégrer une clim, transformer en rénovation énergétique, réduire la surface vitrée et isolée par l'extérieur. On n'a pas besoin de la clim. Mais par contre, c'est des bâtiments non instrumentés, donc on n'a pas la courbe. Mais le maître d'ouvrage ne nous appelle pas, donc c'est qu'a priori, ça va, quoi. Juste une observation par rapport aux maisons marocaines, là. Généralement, il y a un patio dans toutes les maisons. C'est tout. Voilà, bon, bref. Moi, j'ai une question à poser à monsieur Camille Bouchon. Bon, on a évoqué rapidement, lorsqu'il n'avait pas de nappe phréatique, comment vous faites? Bah, il y a plein, dans les exemples que je vous ai montrés, il y avait des exemples où en fait, le rafraîchissement n'était pas activé. Donc, en fait, les bâtiments, ce qu'ils montraient, les résultats, c'est que ça se passait bien sans le refroidissement. Donc, en fait, dans ce que j'ai montré, ce n'est pas le refroidissement par la nappe qu'il faut retenir, c'est que la base, c'est vraiment le bâtiment, et la nappe, c'est ce qui nous permet, quand il fait ces périodes de canicule, quand on commence à 37 degrés, d'être vraiment bien. Donc nous, les autres projets, en fait, ce qu'on fait, c'est que les autres techniques, c'est d'abord les brasseurs d'air. Donc ce qu'il faut retenir, c'est les brasseurs d'air. Et après, les débats qu'on a eus, c'est justement utiliser toujours à double flux avec de l'adiabatique ou des centrales, en fait, du refroidissement sur l'air, donc soit en détente directe, soit avec un petit groupe d'eau glacée. Et en fait, on utilise à chaque fois la double flux. Le plancher, on fait beaucoup de planchers réversibles, chauffants rafraîchissants. Donc on le fait avec des clims, hein, des groupes de froid, sauf que les puissances, ça n'a rien à voir. En fait, on dit non, un petit groupe d'eau glacée, voilà, vous à 10 ou 15 000 euros, vous rafraîchissez un bâtiment de 2000 mètres carrés. C'est pas une histoire de budget. C'est juste nous, à un moment, quand on regarde toujours le coût d'investissement, le coût d'exploitation et la durabilité. Voilà, nous, le seul message qu'on dit, c'est bien d'avoir dans tous les bâtiments tertiaires, enfin autres que du logement, et le logement, on va y arriver, un système de refroidissement très peu puissant, mais pour passer les canicules. Et ces canicules, ça va peut-être être 3 ou 4 jours dans l'année. Actuellement, c'est ce qu'on a. Mais demain, c'est peut-être 15 ou 20 jours, voire 30 jours. Donc, pour nous, en fait, par le bâtiment, on arrive à régler la majorité, enfin la très, très grande majorité du temps. Et il y a 5 jours dans l'année qui posent question. Et ces 5 jours, il faut avoir quelque chose.
Mais c'est pas la nappe. Voilà, quand on l'a, c'est bien, mais des projets en nappe, on en fait 3 ou 4% dans ce qu'on fait, quoi. Et ce qui est important, c'est d'avoir le fluide ou l'air qui porte la calorie. Ce qui est important, c'est de pouvoir aussi avoir la réversibilité des émetteurs. C'est d'avoir un système qu'on peut par la suite transmettre. Par exemple, on fait des bâtiments, mais on ne met pas de refroidissement parce qu'il n'y a pas les budgets, on ne veut pas les mettre tout de suite. Mais on a prévu la place dans les locaux CTA ou dans la CTA pour ajouter un équipement de refroidissement plus tard. Voilà. Ou si on a du plancher, on prévoit tout de suite un pas de 15, enfin un écartement de 15 entre les tuyaux pour rafraîchir plus tard. Voilà. Donc, mais ça, on le fait. Et ce qui est important, ça va être d'avoir traité toute l'enveloppe, d'avoir justement géré les surfaces vitrées. Si on n'a pas fait tout ça, de toute façon, à la fin, c'est une catastrophe. Bonjour, Bertrand Chauvet, délégué régional de l'agence qualité construction. Question qui n'est peut-être pas très technique, je vous prie de m'en excuser par avance, mais qu'est-ce qu'on fait des trappes de désenfumage? Tous les immeubles dans lesquels j'ai eu l'occasion de vivre à Strasbourg avaient des cages d'escalier qui servaient avec une inertie assez phénoménale pour peu qu'elles soient en béton. On a des magnifiques trappes de désenfumage au sommet qui pourraient servir, enfin qui pourraient provoquer un effet cheminée. On n'a pas le droit de les ouvrir, il n'y a pas de protection. On se retrouve avec des cages d'escalier qui de fait restent chaudes. Parfois, l'immeuble dans lequel j'occupe actuellement, les cages d'escalier restent chaudes 2 semaines après la canicule. À la fin de la canicule, on a encore un rayonnement qui est absolument spectaculaire. Donc, je ne sais pas s'il y a des solutions tant réglementaires d'ailleurs que techniques, parce que l'aspect peut-être, enfin, la question est peut-être davantage réglementaire que technique. Nous, on a le cas, je te rejoins, on a le cas sur Bolsheim où le noyau central qui n'est pas balayé directement par la double flux, parce que c'est les circulations, lui, comme les ventelles n'étaient pas commandées, a mis beaucoup plus de temps à redescendre que l'endroit quand la ventilation a été mise en route. Et dedans, il a des enfumages, des ventelles de désenfumage et des ventelles qui peuvent être pilotées pour la ventilation. Et on a aussi un peu le même principe sur le centre sportif. C'était encore pas actif. On a des ventelles de désenfumage et on a des qui peuvent, elles, être pas des ventelles, des châssis de désenfumage qui peuvent être pilotés aussi en ventilation naturelle. Mais c'est des problèmes de certification. Il y a peu de matériel qui peut faire les deux. Et je crois que de mémoire, s'il fait les deux, il coûte le triple. Enfin, en gros, quoi. C'est peut-être plus facile de mettre des purs désenfumages un peu bêtes et méchants et mettre des commandés pour la ventilation, d'un point de vue économique. Mais ce serait idéal d'avoir les deux, quoi. Et quid de l'existant dans ces cas-là? Parce qu'en fait, il y a une réaction des habitants qui consiste à ouvrir de manière sauvage les dites trappes. Le propriétaire gueule parce qu'il faut faire intervenir quelqu'un et on n'en sort pas. Et en tertiaire, ça existe, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu encore l'idée de le faire sur du logement en réa. Mais c'est une bonne idée, ouais. Après, il faut détourner un système existant, quoi. Le problème, c'est juste qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un. Souvent, ces trappes de désenfumage, elles sont un peu mises sous clé pour. C'est souvent ce qui se passe à la fin, c'est-à-dire que c'est ouvert 3 fois de manière sauvage et après, elle est bloquée d'office pour éviter de faire intervenir quelqu'un. On va pas faire de publicité, mais on a le fabricant dans la salle, donc vous irez voir le monsieur avec les lunettes et la chemise blanche. En gros, dans l'existant, le problème dans le logement, c'est que c'est commandé par des cartouches CO2 et qu'une fois qu'on a pété la cartouche CO2, il faut en mettre une. Donc c'est au remplacement du dôme ou de son système de commande qu'il faut passer. Il y a des systèmes mixtes, il y a des systèmes électriques, des systèmes pneumatiques en fonction du cas qu'on peut trouver, mais qui permettent d'ouvrir et fermer avec soit de la régulation, soit pas de régulation. C'est juste un bouton d'ouverture pour décharger. Ça existe. Bonjour, donc Bluetech, du coup on est fabricant nous d'à peu près tous les systèmes de désenfumage naturel. Et du coup, pour info, depuis une dizaine d'années, tous les systèmes ont la double fonction dans leur certification. Voilà, et ça ne coûte pas forcément le triple, le double seulement. Sophie Moreau à l'Eurométropole, vous avez fait en début de présentation un lien entre le ressenti lié à l'hygrométrie et au taux d'hygrométrie. Parler du Maroc, l'Afrique, etc. Ils ont beaucoup de constructions en terre crue qui ont une bonne gestion pour les ambiances intérieures de l'hygrométrie. Les enduits à la chaux sont des bons hygrorégulateurs. Est-ce que ça peut être des solutions d'apporter tous ces éléments-là ou d'essayer de systématiser ou de multiplier ces matériaux biosourcés dans des parois intérieures qui auraient et un rôle d'inertie et un rôle d'hygrorégulateur pour augmenter le confort ou pas, qui seraient aussi des solutions un peu low-tech qui fonctionnent quels que soient les systèmes?
La réponse me paraît évidente, en fait, c'est qu'un bâtiment comme celui-là, c'est un bâtiment mort. On a du plastique, du béton, du placo, et que quand on met de la chaux, de l'enduit terre, du bois, et de la pierre, il y a un comportement hygrothermique de ces matériaux qui permet de stocker de l'humidité et de la décharger après. Donc oui, il y a un intérêt. Après, la question suivante est comment on le justifie. Et là, le calcul devient très compliqué et ça, on n'a pas forcément les outils. Donc faut faire confiance à l'empirique. Et malheureusement, par exemple, dans les cahiers des charges de l'Eurométropole, on ne les retrouve pas forcément et on se base uniquement sur la température de l'air et pas sur que ce soit une température ressentie haute. Et donc ça, c'est un truc à faire évoluer peut-être dans l'approche de comment on demande une justification. On ne sait pas tout expliquer, quoi. Enfin, on ne sait pas tout justifier par le calcul. On a une dernière... Ah, pardon. Vas-y. Mais ça ne fera pas de miracle. C'est-à-dire que quand ça s'est activé, en général, c'est sur des projets qui sont déjà bioclimatiques, parce qu'il y a toute une logique de conception. Et là, c'est vraiment c'est la cerise sur le gâteau, mais qui amène encore plus de confort et plus de régulation. Mais si on applique ça à des bâtiments qui ont des problèmes d'exposition, de vitrage, de défaut de ventilation ou autre, ça aura quasiment pas d'effet. Parce que les flux en cause dans l'inconfort sont tellement importants que ce n'est pas ni un problème d'inertie ni de régulation hygrométrique. Donc c'est vraiment dans une démarche globale, c'est un super plus qui a encore plein d'autres qualités, et on l'a pratiqué, on le sait, mais c'est parce que déjà tout le reste avait été fait avant, quoi. Oui, je vais être très rapide. Qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité des enduits à changement de phase qui se posent donc sur les murs intérieurs et qui sont... Enfin bon, je laisse votre commentaire. Alors moi, je peux parler d'un projet que j'ai étudié, mais c'était il y a déjà une dizaine d'années. Je n'ai pas regardé les caractéristiques de ces enduits. La problématique, c'est dans le schéma canicule, la température nocturne ne passe pas en dessous de la température de changement de phase. Donc en fait, la première nuit, vous allez changer la phase et ça va être efficace. Et après, les nuits suivantes, le matériau sera transformé. On n'arrive plus à repasser. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas trouvé le produit qui permet de passer sur les schémas canicules plus de 20 degrés la nuit. Mille merci à nos 4 intervenants. C'était vraiment génial.